A besoin de nous balancer un empire Jabba, un empire Hutt. Déjà, on a la danseuse, alors. Voilà, ça sera un bon moyen de commencer. Je lui espère un meilleur futur. Salut tout le monde. Écoutez, on se retrouve pour une vidéo réaction sur Ahsoka, la nouvelle série Star Wars qui vient de commencer à être diffusée sur Disney+. Les 2 premiers épisodes qui forment une bonne introduction au lore, ils nous présentent les personnages. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, on va en parler dans quelques instants parce que vous êtes peut-être déjà nombreux à connaître tous les personnages de cette série. Eh bien, ont été diffusés, je disais, mercredi dernier. Et le prochain épisode, le 3e, donc, sera diffusé mercredi prochain. Et il y aura 8 épisodes en tout. Et pour parler de tout ça, eh bien, nous avons un invité d'honneur aujourd'hui. L'expert Star Wars de la chaîne, à savoir Ezio, oui, Ezio qui est parmi nous. Bonjour tout le monde. Ezio, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Eh ben, toujours mieux que jamais, surtout quand on aborde cette légendaire série et saga qu'est Star Wars. Je me devais de venir t'épauler. Alors, il faut dire qu'on aime presque tout, hein, voilà. On est très bon public, et notamment les séries Disney+. Alors, en ce qui me concerne, je suis un énorme fan du Mandalorian et surtout de Baby Yoda. Vous le savez tous, j'en ai parlé sans arrêt depuis quelques années, mais j'ai beaucoup aimé Obi-Wan. J'ai adoré Andor, évidemment, que tu n'as pas encore vu. Non, je l'avoue, mon crime, Andor est la dernière pièce de la collection Disney+, qui m'échappe. Alors Andor, c'est un peu à part, voilà, c'est le prequel de Rogue One. L'époque est différente du Mandoverse qui nous intéresse un petit peu parce que oui, Ahsoka fait partie du Mandoverse. On va essayer d'expliquer à ceux qui ne savent pas ce dont on parle. Est-ce que ça signifie? Ça va être très compliqué. Suivez bien. Il y aura un terreau. Il faut rendre compte quand même, tout à l'heure j'ai entendu Baby Yoda, on peut quand même maintenant l'appeler Din Grogu. Oui, tu peux l'appeler comme ça si tu veux. Moi, ça sera toujours mon baby, ça sera toujours mon Baby Yoda. Ça ne changera jamais. Din Grogu, oui. Voilà. Alors, justement, Ezio me rappelle quelque chose juste à l'instant de très très important. On va spoiler, hein. On va tout spoiler. Mais vraiment, à fond dans le spoil, hein. Ça va être la fistinière du spoil, hein, je vous le dis. C'est une analyse. Il y a même pas de voilà. Non, même c'est au-delà de l'analyse. Et on vous dit tout, on vous cache rien. Là-dessus, voilà, c'est full spoiler. Non seulement sur la série Ahsoka, mais aussi sur les autres séries associées et également des séries qui passaient déjà et des films qu'il y a eu quand vous étiez pas nés. Alors, venez pas nous emmerder. Si vous êtes ici, c'est que vous avez tout vu, tout lu. Voilà. Vous vous en foutez complètement et dans ce cas-là, de toute façon, ça revient au même, mais je sais pas trop ce que vous faites là. N'oubliez pas la cloche et le like. Merci avant de partir. Très bien placé, Vernon. J'essaie. Bon, alors Ahsoka, c'est qui, vous allez me dire? Alors Ahsoka, on va s'occuper de son cas, elle est là à l'écran, vous la voyez? Ça commence fort, mesdames et messieurs. Sans transition, qui est Ahsoka dans l'univers? Pas grand-chose, finalement. Bon, alors, on peut commencer, c'est d'abord un personnage que les gens qui auront regardé les séries animées de Disney+, que ce soit Rebels ou Bad Batch ou les autres, j'imagine, ont une affection particulière pour Ahsoka, parce qu'elle est quand même présente dans l'entièreté de la série. On peut avoir de l'affection pour une Twi'lek. Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est bon? On ne juge pas on ne juge pas les attirances d'un bon nombre de membres de la communauté. Ezio aime les Twi'lek. Les Twi'lek qui twerk. Je plaide coupable, j'ai donc un oreiller Twi'lek à la maison. Ah, c'est pas mal du tout. Donc une Twi'lek. Les Twi'lek, je rappelle qu'on les connaît depuis longtemps, puisque déjà dans le premier jeu KOTOR, sur la première Xbox, l'une des héroïnes, l'une des personnages jouables était une Twi'lek, accompagnée de son compagnon Wookie. C'est pas vrai. Ça fait un mélange assez toujours. Son compagnon. C'est pas sorti. Non, mais on ne juge pas.
Son compagnon. C'est pas sorti exactement comme je veux. Donc par rapport aux Twi'lek, on les connaît depuis beaucoup plus longtemps en fait, puisque je pense qu'on les découvre pour la première fois dans le Retour du Jedi, puisque les danseuses esclaves de Jabba au début sont des Twi'lek, qu'on reconnaît par leur, à la place des cheveux, à leur protubérance de tête, à savoir des sortes de, je sais pas, c'est quoi, c'est des sortes de tentacules, c'est quoi exactement, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est très saillant. Donc, Ahsoka est une Twi'lek, et moi, en ce qui me concerne, moi qui n'ai pas suivi les séries dont nous parlait Ezio il y a un instant, eh bien, je connais très très peu ce personnage, à dire vrai. Personnage donc qui ressemble à un Jedi, à une Jedi qui a reçu un entraînement de Jedi. On va en reparler, vous qui ne connaissez pas le passé d'Ahsoka, vous la voyez ici avec ses sabres laser. Alors déjà, il y a des choses à dire sur ses sabres laser, mais ça serait aller peut-être un peu loin dans les détails. Déjà, elle a développé une technique d'attaque à 2 sabres laser à une main, ce qui est déjà n'est pas forcément très très courant. Et ensuite, les sabres sont blancs, contrairement à la couleur habituelle des Jedi, car en fait, elle ne se considère plus comme une véritable Jedi, parce qu'elle a quitté l'ordre lorsqu'elle a été faussement accusée d'un meurtre qu'elle n'avait pas commis. Eh bien, elle n'a pas été tellement soutenue par l'ordre Jedi, à part son maître, et c'est là que se situe le sel principal de l'histoire, puisqu'elle n'était donc rien de moins que la padawan d'Anakin Skywalker lui-même, et oui, le futur Dark Vador, avant qu'il ne rejoigne le côté obscur. Ce qui, en fait, place l'essentiel de l'histoire d'Ahsoka dans la timeline pendant la guerre des clones, en réalité. Et ce qui n'est pas forcément l'époque la mieux connue et la plus appréciée des fans en général, pour la simple et bonne raison que la guerre des clones fait principalement partie de ce qu'on a appelé les prequels, hein, c'est-à-dire voilà ce qui se passe avant la trilogie originelle. Et bien qu'Ahsoka soit donc déjà présente à cette époque dans la guerre des clones, dans la guerre contre les clones, c'est-à-dire, eh bien, tout simplement entre l'épisode 2 et l'épisode 3, eh bien, elle est totalement absente de la trilogie originale, du fait que le personnage, tout simplement, n'avait pas encore été inventé et ne peut donc pas y figurer, mais néanmoins, elle est donc, elle aussi en fuite, suite à l'ordre 66, pendant que l'Empire est en train comment dire, de régner sur la galaxie, et ensuite, eh bien, elle va rejoindre les forces combattantes et se trouver de nouveaux partenaires, et son action, et notamment son action et ses combats, ses rencontres face à son ancien maître, Anakin devenu Dark Vador, sont les grands moments de la série Rebels. Pour ceux qui n'ont jamais vu ni le film animé, puisque tout a commencé par un film, des guerres des clones, ni la série qui s'en est suivie et qui n'ont jamais entendu parler de Rebels, il va falloir acquérir un petit peu de lore, il va falloir s'accrocher, parce qu'on va vous le balancer direct dès le début de l'épisode 1, mais néanmoins, vous avez déjà vu, a priori, si vous avez suivi ces dernières années, vous avez suivi, évidemment, les épisodes du Mandalorian, et notamment la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, et donc vous connaissez déjà ce personnage d'Ahsoka, et donc vous savez qu'elle ne se considère plus réellement comme un Jedi à part entière. Alors oui, donc la guerre des clones, ça avait un style graphique un peu particulier, ce qui explique que je m'y suis pas beaucoup intéressé, j'ai pris ça pour un peu un dessin animé pour gosses, hein, avec une animation un petit peu moche. Je le regrette, puisque c'est là qu'on découvre Ahsoka pour la première fois et qu'on va suivre son parcours et son histoire. Et si vous voulez comprendre la série, eh bien, il va pas falloir hésiter à vous taper les 7 saisons de la guerre des clones, le film à l'origine. Quoi, je fais la publicité. Les épisodes sont assez courts. Les épisodes sont bien construits. Le lore omniprésent, on y apprend énormément de choses en lien avec tout ce qu'il y a autour. C'est un peu moche quand même, non? Regarde Yoda, honnêtement. Si t'as on dirait que c'est un...
à côté de ce que je vois à l'écran, je suis désolé. Mais Yoda dans l'Empire contre-attaque, c'est un premier prix de beauté. C'est Miss Yoda quand même par rapport à ce que je suis en train de voir. Mais on oublie avec le plaisir de revoir ces personnages en détail, des dialogues. Ah, ça y est. Ça y est. Dio nous balance la nostalgie. Ça y est, voilà. Non, mais c'est vrai, même Ahsoka, au final, par rapport à ce qu'on a vu là dans la série, dans les 2 premiers épisodes pour l'instant, la Ahsoka de Clone Wars est assez différente en tant que telle. Parce qu'au début, etc., elle est vraiment jeune, c'est une vraie padawan, et elle va vraiment se développer tout le long avec Anakin pour au final finir comme on la voit aujourd'hui. Donc vraiment, on arrive avec un produit déjà fini. Il faut vraiment regarder Clone Wars pour découvrir les origines. Et là, d'ailleurs, elle a l'air très contente. Elle était déjà très expressive à l'époque. Oui, j'ai des questions sur son caractère un petit peu, parce que moi qui n'ai vu que les 2 premiers épisodes donc de la série, et qu'il ai vu face à Luke. Si je peux me permettre, je la trouve un peu arrogante, un peu moqueuse, un peu hautaine, et je trouve qu'elle a pris notre Luke un peu de haut, d'accord. Alors, je tiens à le dire. Regarde, on dirait qu'elle se fout de sa gueule. Un peu. J'irai jusque là. Je trouve qu'elle ne montre pas vis-à-vis de Luke le respect qui est dû au vainqueur de l'étoile noire, de Vador, de l'empereur. Implicitement, il y a une petite rivalité parce que c'est le fils de son maître et que finalement, bon, il y a peut-être un rapport différent. D'ailleurs, on le voit dans Clone Wars. Elle est l'adolescente un peu hyperactive qu'il faut contrôler, à l'image d'Anakin, ce qu'il était. On reprendra pas les scènes du je t'octroie la place au siège du conseil, mais pas le rang de maître. Oui, ça se voit quand on regarde sa tête, on voit tout de suite qu'elle va sécher les coups. Hein. Ça se voit tout de suite. Non, voilà, il y a cette impulsivité de la jeunesse dans Clone Wars qu'on ne retrouve plus dans Ahsoka et dans Mandalorian, même si elle est sûre d'elle. Et elle n'hésite pas à... Oui, mais n'est-elle pas, je reviens là-dessus, attention, parce que là, on va voir un truc important. Oui. N'est-elle pas un peu trop sûre d'elle, là? Je la trouve très... Je vous l'avais dit, je vous l'avais bien dit. Ah ben, ça m'étonne pas. Ah, alors, pour sa défense, vu ce qu'est sa padawan actuellement, je peux comprendre ses réactions. Ah, Sabine, j'ai été étonné Sabine, voilà. La Sabine, c'est vraiment l'ado de base. Hein. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'elle a 30 ans. Hein. Mais bon, je ne sais pas. Hein. Peut-être que je me trompe. Enfin, l'actrice, en tout cas, c'est sûr. Oui, alors Rebels, justement, c'est une série que je n'ai pas pris suffisamment vite au sérieux, pour les mêmes raisons. C'est que voilà, l'aspect animation, les graphismes un petit peu particuliers, parce que là c'est très très beau ce qu'on voit hein, par rapport à ce que c'est vraiment dans la série. L'image a été lissée. Là, les personnages dans Gimp, oui, dans Gimp, je confirme. Là c'est magnifique par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Hein. On va tout de suite s'en rendre compte. Mais en fait, Rebels, c'est peut-être avant le début du Mandoverse ce que Disney, enfin ce que Star Wars avait donné finalement de mieux, c'est le plus important dans les 15 dernières années. Parce que je rappelle que Clone Wars, le film, c'est 2008. Ensuite, il y a eu les 7 saisons de la série. Le petit break qui mène à Rebels, et donc plusieurs saisons de Rebels, 4 je crois, 4 ou 5, je ne sais plus exactement, on va voir ça dans la timeline. Pour les gens qui ont vu un petit peu tous les éléments autour du monde de Star Wars, alors déjà, si je ne m'abuse, avec le sabre laser, c'est normalement la personne qui est partie combattre et qu'on recherche dans la série Ahsoka. Mais il faut quand même voir à l'image, on a aussi un Mandalorien. C'est quand même, avec la tenue... Une Mandalorienne. Oui. Et plus important des personnages qu'on voit, en tout cas à mon goût, pour ceux qui ont fait les jeux comme Jedi Fallen Order et tout, nous avons un membre d'une race tout en haut, un peu spéciale, différente, d'ailleurs, qui est un maître Jedi, alors pas celui-ci. Dans notre héros, dans Jedi Fallen Order, nous avons Jaro Tapal. Jaro Tapal, qui est un maître qui a formé notre jeune rouquin, que nous suivons dans les jeux actuellement, et qui est à l'origine de l'intégration de beaucoup de choses qui est à venir dans Ahsoka. Donc, vraiment, Rebels regroupe beaucoup d'éléments qui ont été repris récemment, et c'est donc le fondement qu'il faut absolument aller voir, Vernon, même si tu n'aimes pas les graphismes. Il faut se lancer là-dedans. Mais il va falloir, parce que j'avais regardé quelques épisodes finalement à différents moments de la série qui m'avaient beaucoup plu, dont des affrontements et des batailles dont on va parler dans quelques instants, et surtout pour la présentation, pour la première fois, d'un personnage extrêmement important. Yes. On va partir à sa recherche.
Et c'est un personnage central dans tout ce qui nous attend et qui a été déjà largement teasé dans la série Le Mandalorian. Maintenant, ça On va va en chier. parler. Oui, ça va drôlement. J'espère qu'ils vont pas nous le rater celui-là parce que sinon ça serait quand même dommage. Lui, c'est pas un Jedi, mais c'est notre dernier espoir quand même. C'est le dernier, Voir un méchant correct. le dernier Navi sur place. C'est le moment que tu donnes ton avis d'ailleurs. Oh, Alors, bien joué. Alors pour revenir à Rebels, en effet, comme vous le disiez, Ezio, alors c'est bien simple. Si vous regardez ce qui se trouve à l'écran, dans la série Ahsoka, sur tout ce que vous voyez là, je vais dire au moins, il y a déjà 4 personnages qu'on retrouve dès le premier épisode de la série. C'est pas en live action, tout simplement, puisque Je l'avais pas reconnu, merde. il y a le robot, il y a le robot sympatoche qui vole avec l'autre Twi'lek, parce que c'est pas Ahsoka que vous voyez bien sûr là, mais une autre Twi'lek, qui est la générale Syndulla, devenue générale, puisqu'évidemment elle a participé à la rébellion. Et qu'ensuite qu'elle a gagné un certain nombre de batailles et de victoires, je ne sais plus à laquelle elle a participé en priorité, peut-être à la grande bataille pour libérer la planète où commence l'épisode 1, à savoir la planète Lothal. Elle dirait, comme je n'ai pas vu Rebels, je n'en sais rien, mais je suppose que oui, puisqu'elle fait partie de la grande équipe de libération de la planète et des héros qui sont fêtés au début de l'épisode 1 quand tout commence à nouveau ou presque. Je passe exprès la séquence d'intro de l'épisode 1, puisqu'on en parlera tout à l'heure avec d'autres personnages qui posent énormément de questions sur leur origine et surtout leurs intentions réelles. Parce que, bon, les intentions qui sont présentées à l'écran ne sont pas très difficiles à interpréter, mais il me semble cacher d'autres motivations et d'autres origines dont on reparlera. C'est une série qu'il faut regarder, mais qu'il faut aussi écouter, car il y a beaucoup de phrases qui sont prononcées qui font référence au passé, qui font référence justement à Rebels, qui font référence au film également, et certains personnages parlent parfois de leurs origines, se trahissent un petit peu, et des questions sont posées sur à quoi ils étaient occupés, un petit peu comme Ahsoka pendant la trilogie originale, à quoi étaient occupés certains de ces personnages. Je fais notamment référence évidemment à un méchant qu'on découvre, qui n'est ni un Jedi ni un Sith en apparence, et qui est Baylan, interprété par le regretté Ray Stevenson, dont on reparlera tout à l'heure, et qui apparemment connaissait bien Coruscant, connaissait bien le Temple Jedi, il y a donc plus de 20 ans, il y a donc 25 ans, lorsque lui-même était donc beaucoup moins âgé. Donc, comment connaît-il tout ça? Comment connaît-il le Temple Jedi? Comment connaît-il les jeunes apprentis Jedi du Temple? Que faisait-il là? Était-il tout simplement, travaillait-il au Temple Jedi avant qu'Anakin s'occupe de faire un sort à tous les futurs Padawans? Ça pose une question parce qu'il a l'air de très très bien connaître les habitudes des Jedi de cette époque. Époque à laquelle il était, alors c'est toujours un Jedi ou un ex-Jedi, c'est toujours compliqué de déterminer leur âge. Rien qu'à voir pour Yoda, ou pour Luke même, c'est parfois un petit peu compliqué. Mais pour celui-là, on pouvait supposer donc voilà que c'était encore un jeune homme, autour de la trentaine. Et donc, à quoi s'occupait-il pendant l'Ordre 66? Savait-il déjà manier un sabre laser? À quoi s'occupait-il? Pour quel camp a-t-il travaillé? C'est l'une des questions principales posées par ce personnage. Mais néanmoins, donc, on parlait ici des personnages de Rebels que vous aviez, donc le robot de la générale, un robot très sympathique d'ailleurs, qui a tendance à agiter ses petits bras mécaniques comme si c'était ses vrais bras. C'est assez sympa d'ailleurs. C'est un moment assez comique dans le deuxième épisode où le robot doit trouver de quoi un transpondeur pour marquer un vaisseau qui s'échappe avec des impériaux à bord, et il n'arrive pas à trouver dans sa petite mallette de gadget, il n'arrive pas à trouver. On me demandera pas pourquoi les objets sont pas partis dans l'espace, hein, mais ça... Et ça l'énerve, il tape partout avec ses petits bras en râlant, et voilà, il y a un petit côté anthropomorphe là qui est assez sympathique. Donc il y a la Mandalorienne Sabine Wren, qui était également devenue entre-temps la Padawan de notre Twi'lek principal, Ahsoka,
qui donc avait décidé de la former. Voilà. Donc on a à la fois toujours cette idée, comme pour Grogu finalement, cette idée de double filiation, c'est-à-dire à la fois Jedi et Mandalorien, d'avoir les qualités et la formation des deux peuples, d'une certaine manière, des deux groupes, des deux communautés réunis en une seule personne. C'est un parallèle assez amusant, puisque je pensais que Grogu était le seul... c'est le contraire d'ailleurs, puisqu'elle est donc mandalorienne, formée aux arts Jedi, alors que Grogu est visiblement un super futur Jedi, formé aux arts de l'attaque. This is the way. This is the way. Donc ça, c'est assez rigolo. Et puis, eh bien, on a déjà parlé, Ezio nous a déjà parlé évidemment de Zeb, qui se trouve au centre, et que nous avons vu dans un bar dans le Mandalorian. Donc c'était lui qui dans était une petite scène, oui, exactement. Donc apparemment, il est toujours présent, ce qui n'est pas le cas d'un personnage extrêmement important qui se trouve juste à gauche, qui s'appelle Kanan ou Canon, je ne sais plus exactement. Je suppose que c'était Kanan dans la version originale, qui a servi pendant assez longtemps tout simplement de guide et de quelque part de mentor pour le personnage qui tient le sabre laser, qui est donc Ezra. Ezra qui est le héros de la série Rebels. L'itinéraire d'Ezra, c'est celui du personnage principal, du héros qui part de rien et qui accomplit une formation Jedi et qui va finir non seulement par sauver ses amis et donc disparaître dans des conditions un peu étranges qui nous sont rapportées également au début de la série, puisque vous l'avez compris, la série live action qui vient de démarrer sur Disney+, a pour but de faire la jonction et d'être tout simplement la suite de la série Rebels. Donc, c'est pas seulement quelques références, c'est la suite complète. C'est la suite totale de la série. C'est-à-dire qu'on reprend, à la fin de l'épisode 2, on reprend des scènes du dernier épisode de la série Rebels, pratiquement à l'identique, comme vous allez pouvoir le constater. Donc Ezra est un héros, Ezra est un sauveur, il a atteint une sorte d'état supérieur dans sa formation de Jedi, où apparemment, même s'il ne contrôle pas absolument totalement ce pouvoir sur l'espace et le temps, ça lui a permis de sauver ses amis en s'affranchissant d'un certain nombre de contingences. C'est une sorte de super méga Jedi avec des pouvoirs qui pour l'instant m'échappent. Si j'avais vu les scènes, je pense que j'aurais peut-être mieux compris un petit peu ce qu'on nous a expliqué. Et c'est là que peut-être un certain nombre de gens qui vont regarder et qui ne connaissent absolument pas tout ça vont être un peu perdus. Parce que les gens qui ne connaissent pas Ezra vont avoir un petit peu de mal à s'investir dans ce personnage dont ils n'ont jamais entendu parler, dont on nous dit qu'il est soit mort, soit qu'il est disparu, soit que peut-être on le retrouvera, mais que peut-être c'est un espoir vain, etc. Enfin, les gens veulent bien s'intéresser, mais pour eux, Ezra, ça sera personne. S'ils n'ont pas vu, voilà. C'est leur pote, ok, bon, il a fait des trucs, apparemment c'est un héros de guerre, il a réussi à vaincre l'Empire, et notamment l'un de ses représentants les plus terribles, mais sans avoir vu Rebels et s'être attaché au personnage d'Ezra, ça va être compliqué. N'ayant pas vu Rebels, je peux te dire que ces scènes n'avaient aucun impact pour moi. D'ailleurs, quand on voit l'hologramme, que Sabine revoit avec nostalgie régulièrement, et que même Ahsoka finit par voir à la fin, et donc comprend la détresse de sa padawan, je n'ai pas du tout ce lien avec ce personnage, donc c'est quelque chose d'assez surprenant. Quant à d'éventuels pouvoirs de la sorte, ça me laisse perplexe. Généralement, avant qu'il se coupe les cheveux, parce qu'il est devenu un Jedi sérieux, très probablement, pour montrer qu'il a vieilli, l'image qu'on a d'Ezra dans Rebels, l'image que j'ai, en tout cas, c'est celle-là. C'est-à-dire un petit gars aux cheveux longs, ballotté par la vie, ballotté par les événements, qui va se retrouver promu combattant contre l'Empire, hein, qu'il est, et ensuite commencer une formation de Jedi et petit à petit monter les échelons tout en contrecarrant les plans du grand méchant, puisque il se trouve que le grand méchant qui a donc disparu à cause d'Ezra et de son pouvoir, qui a été exilé, banni apparemment très très loin d'ici,
Bon, allez, on va arrêter de tourner autour du pot et de tortiller du cul maintenant un petit peu. On va dire ce qu'on pense. Le grand méchant dont tout le monde attend le retour et qui a été déjà teasé par Moff Gideon, notamment le méchant, et tout son conseil d'anciens impériaux, d'anciens amiraux et généraux impériaux, c'est-à-dire le grand amiral Thrawn, qui est ce grand méchant qui serait toujours en vie, mais en même temps très loin, et en même temps exilé, dont tout le monde attend le retour, annoncé, mais qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent, puisque je pense, et la série a l'air de le confirmer, que l'amiral Thrawn, lui, n'a pas les moyens, n'a pas la possibilité de revenir lui-même seul de l'endroit où il a été exilé par Ezra, avec son super pouvoir. Donc Ezra, s'il est toujours vivant, est-il avec l'amiral Thrawn, avec le danger que ça peut donc représenter, éventuellement, a-t-il été lui aussi exilé dans une autre galaxie, ou est-il en train d'errer dans les limbes sans pouvoir être pour l'instant récupéré par qui que ce soit? Tu vois, Vernon, je vais aller me renseigner. Je pense que je vais même aller regarder Rebels directement parce que on les voit, l'épisode 2 est clairement tout autour de ce réacteur qui a été construit pour un vaisseau particulier. En douce. Et vraiment, du coup, qu'est-ce qu'un réacteur? Donc pour moi, la notion de voyage dans le temps n'existe pas, en tout cas, et ça existe j'imagine, mais du moins là, dans ce qu'on connaît, non. Du coup, les pouvoirs qu'Ezra aurait... Et apparemment, il serait revenu, d'après ce que j'avais compris, d'une autre époque, et c'est justement pour ça qu'il a pu revenir, parce qu'il pouvait manipuler le temps. Enfin, c'était, ça a l'air assez compliqué, et surtout assez inédit dans le lore Jedi. Hein, autant dire ce qu'il est. Mais tu te souviens que maintenant dans l'hyperespace, il y a des sortes de grosses baleines qui se trimballent dans l'hyperespace. Donc, on n'avait jamais entendu parler de ça avant le Mandalorian. Mais moi, personnellement, je n'étais pas au courant que sur les côtés, il y avait des énormes créatures qui voyageaient dans l'hyperespace et qui permettaient de rejoindre de grandes distances. Donc, le personnage d'Ezra va être absolument au centre de tout. Il a été casté, on a vu son hologramme dans l'épisode 1, ce qui signifie que l'acteur est au générique, ce qui signifie qu'il est bien possible que nous le voyions intervenir et qu'on finisse par le retrouver. Il y a déjà des théories de fans Ezio qui tourne sur le net, on en parlera tout à l'heure. C'est assez intéressant. Alors il faut rappeler que parmi les gens qui ont survécu, pauvre Qui-Gon, mais les gens qui ont survécu au coup de sabre laser sont de plus en plus, c'est un club de plus en plus nombreux. On n'a pas besoin de nos deux parties, hein. Il faut une seule, ça suffit. Puisque avant Sabine qui, alors attention parce qu'en fait, l'autre elle a visé un petit peu à gauche, donc en fait attention, ça lui a pas tranché la moelle épinière. Bon, concernant Dark Maul, par contre, ça lui a bien tranché. Normalement, il n'y avait pas de doute. Ouais. Ça l'a pas empêché de revenir, et il est revenu notamment dans Rebels. Donc si vous êtes un fan de Dark Maul, il faut absolument que vous regardiez Rebels. Alors vraiment, pour avoir vu quand même pas mal de scènes, en tout cas sur Dark Maul dans Rebels, c'est vraiment génial, l'évolution entre guillemets, ou ce que devient ce personnage à partir de plus rien, de comment il se maintient en vie, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le pousse. Certains diront qu'on a plus pitié qu'autre chose, mais il y a vraiment quelque chose autre que Thrawn. J'étais tellement content de voir son nom mentionné et tout ça. Le fait qu'on me parle de deux choses principalement. Donc, l'espèce de Dark Maul, mais d'où ils viennent, la planète d'Atomir. Et cette planète-là, non seulement ça nous rappelle toute cette espèce, mais pas seulement, parce qu'on aborde également les Sœurs de la Nuit, ainsi que les Frères de la Nuit dont Dark Maul fait partie. Et donc on ouvre tout un panel de lore gigantesque qui me fait plaisir. Vous pouvez pas savoir, que ce soit par les jeux, les livres ou les séries. Là, je suis très heureux. À la mention à de nombreuses reprises de la planète d'Atomir et des ordres qui, plus ou moins magiques qui sont à sa surface, ça m'a fait énormément plaisir aussi, et ça m'a fait penser à une autre utilisation de d'Atomir dans l'univers étendu, et je parle celui-là de vidéoludique. C'est tout simplement, la planète d'Atomir est un passage obligé d'un personnage qu'on a vu récemment maintenant dans 2 jeux consécutifs, puisqu'il s'agit de Cal Kestis,
le héros de Jedi Fallen Order et Survivor maintenant. Exact. Alors, l'époque n'est pas tout à fait la même, puisque les aventures de Cal se passent au moment de l'Ordre 66. Après l'Ordre 66, et le fait qu'il il se cache absolument, mais il est très jeune, et dans ces cas-là, on compte 25 ans, on ajoute 25 ans, c'est-à-dire les 20 ans que Luke et Leia ont passé à grandir, plus les grosso modo 5 ans qui séparent le début des aventures réelles de Luke, la bataille de Yavin notamment, la chute de l'Empire, et là où on en est maintenant, avec la République, ça fait à peu près 25 ans. Donc si on ajoutait 25 ans à l'âge qu'a Cal maintenant, eh bien il serait encore en pleine possession de ses moyens, comme l'était Luke dans la postlogie, ou comme sont d'autres Jedi qui vieilliront peut-être un petit peu moins vite, ayant été formés plus tôt. Enfin, ce genre de choses. Faut pas oublier que le personnage est modélisé à partir d'un vrai acteur, et que l'acteur peut donc rejoindre n'importe quelle série ou film à n'importe quel moment. Exactement. Et puis, il y avait pas que Dark Maul, qui, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais qui est intervenu évidemment dans Rebels à plusieurs reprises. Ahsoka a affronté son ancien maître, a d'abord réalisé qui était Dark Vador, a compris qu'il était Anakin, ce qu'elle ne savait pas, ce qui recouvre par la même occasion un thème qui a été repris dans une autre série Disney+, qui est au cœur de la série Obi-Wan. Cette découverte et cette culpabilité, évidemment, du passage du côté obscur, mais surtout la découverte que le fameux héritier de l'Empire, entre guillemets, Dark Vador, est Anakin. Ce qui ne va pas de soi au départ, parce que je vous rappelle qu'Obi-Wan a laissé Anakin pour mort sur Mustafar, amputé, etc., mais ne sait pas qu'il est devenu, que c'est lui Dark Vador. Ce qui, dans les différents pouvoirs de la Force, me paraît un peu, et cette façon toujours qu'ils ont de sentir ou de pressentir des choses qui me paraît un petit peu bizarre, mais c'est un peu expliqué dans la série, le fait que justement Obi-Wan, après cet échec, se soit légèrement déconnecté de la Force, il ne sent plus les choses exactement de la même façon. Mais les affrontements entre Ahsoka et Vador figurent parmi les plus grands moments de la série Rebels, et le fait que Ezra sauve Ahsoka d'une mort certaine face à Dark Vador. Donc, je vous avais dit qu'on spoilait, on spoilait. Donc ici, on a 4 images assez amusantes, puisque depuis sa toute jeunesse dans Clone Wars, en passant par son modèle dans Rebels, et maintenant interprété en live action par une actrice, eh bien voilà. Particulièrement bien réussi avec le dernier modèle. Oui. C'est... Il y a une cohérence dans la conception. Il y a une recherche de cohérence du passage d'une 3D cartoonesque au live action qui est toujours assez casse-gueule. Et ça aurait pu être très dangereux, mais ils ont vraiment géré. D'ailleurs, l'évolution, non seulement si je peux appeler ça le serre-tête, ou qui en dessous de sa coiffure, etc., qui évolue à chaque étape de sa vie, même l'adaptation au niveau des cheveux, les traits, l'évolution. Il y a beaucoup de choses qui ont été respectées, même les peintures du visage, qui ont... Oui. Vraiment, on dirait, c'est elle, quoi. Enfin, voilà. Oui, mais et le casting des expressions, des traits du visage est vraiment aussi un excellent choix, je trouve. Et ça me fait particulièrement plaisir. On va en parler, d'ailleurs, brièvement dans un instant. Alors, on va revenir après, puisque, écoute, on y est. Donc, avant de faire le point à nouveau, on va en parler tout de suite, puisqu'il s'agit de Rosario Dawson, qui est une actrice qu'on connaissait déjà dans l'univers étendu Netflix, notamment dans le monde des Defenders, puisque c'est en premier forcément la série Daredevil qui nous l'a présenté. On l'a vu aussi dans Jessica Jones, et c'est ce rôle un peu ingrat, même s'il y a des petites histoires d'amour de temps en temps avec les personnages principaux, de cette infirmière, chez qui les héros finissent toujours par venir recoller les morceaux lorsqu'ils se sont pris une branlée, et ça se termine toujours à l'hôpital, où elle essaie de leur dire, mais vous pouvez pas faire attention à vous un peu, et on voit cet air plein de pitié pour les super-héros, puisqu'ils finissent toujours par atterrir dans son service, et parfois, hélas aussi, les vilains, ce qui l'a parfois
pas mise dans des situations de péril vital imminent. Tu vois, Vernon, après l'avoir vu dans 5 séries de plusieurs saisons, j'en avais ras-le-bol de voir sa tête. Mais tu peux pas dire ça. Je te le dis. Non, mais je te le dis en toute transparence. J'en avais marre de cette actrice. Néanmoins. Un pilier des Defenders. C'est-à-dire que dans Defenders et toutes les autres séries, elle hésite pas à dire ce qu'elle pense. Elle hésite pas à l'ouvrir. Elle hésite pas à gueuler. Je peux comprendre. Néanmoins, dans Ahsoka, elle est calme. Elle est posée. Elle va parfaitement au rôle. Physiquement, elle est nickel pour le personnage. Je reprends foi en cette actrice. J'y crois. Entre le Iron Fist de Netflix et elle, qui engage qui? Alors, je l'engageais. On est d'accord. C'est évident. Eh bien, ça a le mérite d'être un avis tranché. C'était, voilà. Enfin, ça méritait d'être dit. On a déjà un petit peu parlé de Sabine. On l'a vu tout à l'heure, la Mandalorienne, qui s'est laissé pousser les cheveux entre temps. Et évidemment, sur des couleurs pas choisi au hasard, je pense, comme le reste de sa tenue. On nous a pas encore parlé trop des préférences sexuelles et intimes de chaque personnage, mais je pense que ça va pas tarder. Hein. Je pense que c'est même étonnant. Je me demande si on n'aura pas bon bah. Elle a des sentiments pour Ezra, je pense, Sabine, mais ces sentiments, de quelle nature sont-ils exactement? Est-ce que c'est juste parce que c'était son meilleur ami ou ce genre de choses? J'ai pas vu Rebels, donc je ne sais pas s'il y avait une histoire d'amour qui était en train d'émerger entre Sabine et Ezra, mais ça m'étonnerait pas que dans l'épisode 3, qui d'ailleurs va durer seulement une demi-heure, je vous l'annonce. Inadmissible. Inadmissible. Sans les crédits, alors sans le générique. Hein. C'est gentil. On va voir. Tu me rassures. Comme dans toutes les séries Star Wars. Je crois que c'était un épisode d'animé, là. On va avoir 30 minutes d'épisode et 50 minutes de générique, comme d'habitude. Oh mais tiens, tant que j'y suis, Vernon, c'était quoi ce générique rouge dégueulasse tout droit, là? Qu'est-ce que c'était que ça? C'était pour faire plus moderne, paraît-il. C'était pour pas trop avoir l'air de trop se répéter, parce que maintenant, quand il y avait un film tous les 3 ans, puis tous les 20 ans, ça allait. Mais maintenant qu'il y a une série tous les 6 mois, c'est compliqué. J'avais juste l'impression d'avoir un script qui descendait, mais genre vraiment que je devais le lire avant de répéter ma scène. Ça a dénaturé. Alors j'ai lu dans un article la raison pour laquelle ça avait été choisi, et j'ai oublié. Ça me fait rire, parce que justement quand le générique passait, j'étais tellement déconcentré par cette immondice que j'ai pas retenu ce que c'était le pitch, et que j'ai dû me repasser le générique pour lire ce qui se passait, quoi. Je pense que comme dans le jeu épisodique The Expanse tiré de la série, je pense que bientôt Ahsoka sera allongée sur Sabine, très probablement, hein, ça devrait pas tarder, mais... Je n'ai pas précisé dans quelles circonstances. C'est là qu'on verra à quoi sert enfin ces tentacules de tête. Parce que je sais pas ce que font les Twi'lek dans l'intimité. J'aimerais bien avoir des précisions là-dessus. Ça fait très longtemps. Depuis 1983. Savoir comment Jabba faisait exactement avec ses Twi'lek. Moi, j'avoue que ça manque à mes connaissances. Donc, il faut absolument qu'on ait ça. Donc, pour vous résumer, les 3 héros principaux de la série, jusqu'à présent, et sûrement pour un moment. En même temps, il y a que 8 épisodes, donc comme c'est déjà le 3e, bon. Sont 3 femmes, dont 2 aliens. Heureusement. Ça m'aurait pas 3 humaines, j'aurais pas pu. Donc 2 aliens et une humaine, que des femmes. Voilà. Les rôles masculins, à l'inspecteur Gadget, sont dévolus à un petit robot, donc, dont on n'est même pas sûr qu'il soit masculin, je tiens à le dire, et à un autre robot masculin, lui pour le coup, on en est sûr, mais bon, qui fait le droïde, quoi, enfin, qui sert particulièrement à rien, à conduire. Est-ce qu'on peut parler de cette scène pathétique, où alors qu'elle est attendue, à son âge, comme héroïne de guerre, pour célébrer avec tous ses camarades leur victoire, elle se casse à moto, faire la com sur l'autoroute. Autoroute en ligne droite qui va jusqu'à sa tour, ou presque d'ailleurs. J'ai un t-shirt comme ça, c'est je peux pas, j'ai piscine. C'est très... Et c'est long. Et c'est très long. Parce que ça nous prouve quoi? Ça nous prouve qu'elle obéit à rien. Ça nous prouve qu'elle en a rien à foutre de l'autorité. Des valeurs de la République. Ça nous prouve, oui, que bien qu'elle soit héroïne de guerre, elle en a rien à foutre de la cérémonie de la victoire. Et qu'elle s'est très bien glissée sous les appareils posés en travers de la route,
avec sa moto. Et ce qui a totalement convaincu du coup les forces de l'ordre, puisqu'ils se sont dit bien joué, on s'en va. Cette scène, elle est longue, elle est catastrophique, et elle ne sert à rien. La même attitude aurait pu être réglée de manière plus intelligente avec autre chose. Alors, je pense qu'ils ont juste voulu mettre en valeur que depuis qu'elle se sent abandonnée, elle fait des conneries, mais c'est Disney actuel, quoi. Mais regarde l'actrice qui a 40 ans, là. 40 ans, tu trouves? Ouais, 45 même, éventuellement. Ah, c'est vrai. Non, mais écoute. Fin de vingtaine. Écoute. Ouais, trentaine, non, mais, trentaine, est-ce que tu penses que ça, c'est une ado, quoi? Non, mais c'est vrai on est entre 25 et 35, c'est sûr. Mais, c'est difficile. C'est triste. C'est un peu tout l'enjeu des 2 épisodes, qui est de localiser. Puisque Ahsoka a un tuyau pour pouvoir localiser Thrawn, le grand amiral. Tu as fait exprès Ahsoka un tuyau. Bah, elle a 2 tuyaux sur la tête, mais... voilà, je m'arrêterai là pour l'instant, et j'ai pas la preuve du reste. Et ensuite, et peut-être Ezra, par la même occasion, avoir une piste pour le retrouver. En tout cas, c'est comme ça qu'Ahsoka va vendre son aventure à Sabine, parce que elles ne sont pas restées du tout en très bons termes. Elles se sont quittées fâchées. Et n'ont pas du tout envie de se voir ni l'une ni l'autre. Mais elles vont quand même se trouver cet idéal commun qui aurait pu commencer un petit peu plus tôt. Et ça se ressent même pas quand elles se voient, finalement, ça reprend, elles se rapprochent, et puis ça finit comme on l'a vu à l'épisode 2, où ça y est, je suis prête, je suis à nouveau ta Padawan. C'est-à-dire que pour ceux qui sont pas au courant qu'il y a eu cette distance entre les 2 personnages, et cette relation brisée entre maître et Padawan, bah voilà, c'est je te boude, t'as un objet qui m'intéresse pour avoir ce que je veux, ça y est, je suis avec toi, c'est reparti. Alors, sans qu'on comprenne, de toute façon, quand bien même on l'accepterait, ce qui s'est passé entre elles. Parce que jamais ça n'est dit. Elle a juste dit que comme elle a été abandonnée par Anakin, elle a reproduit ce schéma avec elle en parle dans le vaisseau. Elle aussi, elle a abandonné ce Padawan. Je sais pas, dans quel but. Peut-être vraiment juste ce trauma qui a fait qu'elle s'est dit, elle peut pas briser cette chaîne d'abandon, père, fils, enfant, Padawan. Et là, pour les gens qui ne connaissent pas, comme tu disais, la série Rebels, qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vibré avec ces personnages, et connaissaient donc leur relation en profondeur, c'est très compliqué de s'immerger, en fait, dans cette relation. Parce que Ahsoka est super dans les scènes d'action. On voit tout de suite qu'elle est elle est très très puissante, qu'elle est même pour son âge un Jedi enfin même pas un Jedi, mais l'équivalent d'un Jedi extrêmement puissant. Mais on le voit notamment dans la rapidité, dans les sauts, dans la résistance physique. J'avais envie d'en parler, mais la manipulation et l'utilisation de la force dans cette série, je suis extrêmement fan. Que ce soit pour certains personnages en termes de déverrouillage de portes, que ce soit Ahsoka, quand elle va chercher la map, qu'elle utilise la force pour faire tourner les sabres autour d'elle, pour tomber en dessous, c'était une maîtrise du double sabre pour découper comme ça, c'était pareil, le force push de Sabine contre son homologue Padawan plus tard. Alors qu'elle a perdu... elle s'est pu entraîner depuis un moment. Oui, il y a une vraie utilisation proche des jeux vidéo, proche de choses qu'on n'a pas forcément vues dans les Star Wars originaux, parce que la force est vraiment contrôlée, en mode on va pas trop en faire, on va l'utiliser rarement. Là, on a des démonstrations de force et d'utilisation au quotidien pour arriver à ces fins, qui fait plaisir, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans la suite. Tu as raison de préciser, parce que s'il avait toujours été prévu par George Lucas au départ, que dans l'utilisation de la force, les pouvoirs spirituels étaient très puissants et étaient relativement magiques, entre guillemets. Mais les pouvoirs physiques que donnait la force n'allaient pas plus loin que ce que ça pourrait donner pour un athlète humain, normal, très entraîné. C'était ça. C'est-à-dire que Luke pouvait sauter, mais pouvait sauter aussi loin que le ferait le champion du monde de saut en longueur, par exemple. Le marais, dans le marais avec Yoda sur le dos, je suis pas d'accord. On n'a pas de... Ça a commencé à apparaître, alors un petit peu dans la prélogie, étonnamment, mais Anakin était censé être le Jedi le plus puissant qui ait jamais existé. Et alors là, c'est surtout dans la post-logie, avec Leia dans l'espace et compagnie, et les pouvoirs de Luke à la fin du pouvoir de toute façon, le deuxième,
Le dernier Jedi. Le dernier Jedi, dans le deuxième film de la postlogie, ça part totalement en cacahuète. Déjà, Rey, elle est complètement OP, hein. C'est hallucinant, alors qu'elle a jamais suivi le moindre entraînement, la moindre formation. Les palpates, déjà, les palpates, le sang de Palpatine, prenez-en au petit-déj, hein, parce que ça tonifie, hein, c'est... Un paquet de loose. Mais, ouais. voilà, là, c'est parti en vrille, totalement, quoi. Bon. Leia qui flotte et qui revient dans le vaisseau, qui survit au vide, etc. Bon, enfin là, il y a rien qui l'explique, hein. Cette magie physique, ça enfreint les lois de la Force telles qu'on les connaissait. Et ça a été beaucoup moqué et reproché à la postlogie, principalement. Ben là, voilà, là, on n'a pas eu d'absurde. Même, donc, les entre guillemets Padawan plus faibles l'utilisent pour se défendre au combat. Les maîtres Jedi ou Sith, ou peu importe leur classification, l'utilisent au quotidien pour simplifier la vie avec une aisance qui est agréable. Vraiment, je reprends, hein, j'ai oublié le nom du Sith ex-Jedi. Son nom, j'ai oublié avec capuche. Baylan. Baylan, oui, tout à fait. Quand il arrive dans le vaisseau pour faire sortir donc la sœur de la nuit, la sorcière partisane de Thrawn, et que juste il ouvre sa cellule avec double crochet, triple mouvement de main, etc. avec la force, c'est d'une fluidité, c'est agréable. Voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas avec la postlogie, où vraiment Rey gros bourrin soulevant des rochers d'un seul coup, en fermant les yeux et en tendant la main. Alors voilà, on a la superstition. L'attentat anti-Wookiee, notamment, se souviendra toujours qu'on a pleuré pendant 10 minutes avant de comprendre que... Alors non, ça m'a fait rire d'avoir un éclair sortir de... Voilà, cette dualité dans la force des deux côtés, c'était quand même drôle. Mais c'est vrai que du Wookiee grillé à la Palpatine. Sachez que j'ai montré ce film et cette scène à des gens et où j'ai sauté sur l'occasion pour leur dire bah voilà, il est mort, c'est foutu, le Wookiee l'a cramé, steak de Wookiee pour ce soir. Je me suis régalé, bien sûr, à faire croire qu'il était mort nombre de fois incalculable. Donc voilà, on en tire quand même ça aurait été voilà. On peut tuer Han Solo, mais pas le Wookiee. Pas le Wookiee. Toujours cette façon qu'a Ahsoka de se tenir, c'est-à-dire très droite et le regard et la tête légère. C'est peut-être le poids des prothèses. J'allais dire c'est le poids des cheveux. C'est le poids des cheveux. C'est le poids des tentacules pour sa vie. C'est un mode de vie pour cette race, cette espèce, elle doit se tenir comme ça, sinon... Et cette façon de jauger les gens de haut, de prendre un peu de recul, l'air de dire, t'es qui toi, là? Tu vas sûrement faire une connerie bientôt. D'ailleurs... C'est difficile entre justement, on a cette perception, peut-être qu'elle est très en retrait ou hautaine, et en même temps, je vois toute la sagesse que le personnage a pris, et vraiment le calme de la Jedi concentrée, même malgré les conneries de Sabine, où on essaye de trouver des solutions, d'avancer. Il y a, voilà, cette sérénité, ce standing que le maître Jedi doit avoir, peu importe ce qu'elle pense d'elle-même, et d'où elle se situe dans la Force. Dans l'action pure, je la trouve très agressive, et je trouve qu'elle apprécie l'agressivité du combat. Et le combat, je trouve qu'elle en tire une jouissance assez... Je pense qu'on a un petit côté obscur qui se développe. Son petit côté un peu neutre, là. Son petit côté adouci, mais neutre des sabres blancs, donc voilà la couleur blanche des sabres, hein, qu'elle a piqué à un inquisiteur et à purifier. Je tiens à préciser que les couleurs des sabres, c'est un thème varié qui crée beaucoup de fantasmes. Alors non, pas du tout. Il y a des règles très strictes, je suis pas du tout d'accord. Alors laissez-moi vous donner la règle très stricte donnée par Samuel L. Jackson, qui arrive devant George Lucas, qui lui dit comment ça fonctionne. Il lui dit bon, les méchants sont en vert ou en bleu et les méchants en rouge. Il répond donc pas de purple, no purple. Et où George Lucas lui répond bon, allez, on peut avoir du purple. Donc tout le lore a été construit autour de ce petit désir de Samuel L. Jackson. Donc après, évidemment, les inquisiteurs et tout le reste, mais méfiez-vous des couleurs, parce que c'est vraiment au gré des besoins et des envies. C'est assez intéressant l'exemple de Samuel L. Jackson, puisqu'ils ont essayé de le justifier a posteriori, du fait que cette invention récente des Jedi gris, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont entre les Jedi et les Sith, sur un certain équilibre en fait, notamment par rapport à la décision et à l'action. Ce qui correspond assez bien au personnage d'ailleurs de Samuel Jackson dans la prélogie, et ce qui fait que donc bleu et rouge, voilà, bon,
Ça nous aurait fait un petit violet, voilà, tranquille, etc. Mais j'en profite, vu que, à part s'il y a une diapositive dessus, mais on nous a servi dans chaque film ou série une bête, un animal connerie. Ah, mais si, il est là, il arrive. Et là, oh punaise. Il arrive. Oh là 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 là, je l'ai vu. Alors, tu devais parler, je suppose. Oh, mais non, mais... oui, en grand écran, Vernon, s'il te plaît. À cette chose, Oh là là. qui a l'air d'être très importante, puisqu'elle faisait partie de Rebels, et qu'elle figure sur la fresque. Oh non. La fresque commémorative Eh ben, écoutez, de la victoire. veuillez nous pardonner, fans de Rebels, si vous écoutez ça. Mais Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie de chat? il est con comme un balai, non? Il est complètement... Ils ont créé un chat dans l'univers de Star Wars, et ils lui ont mis cette gueule-là, et ça me désespère. Mais en vrai... il comprend rien, en fait. Il sert à rien dans l'histoire. Dis pas ça, ça se trouve, il va la sauver un jour, j'en sais rien. Ouais, bah, un jour, hein, parce que voilà, pour Ça l'instant, rend- j'ai pas la preuve. Alors voilà la fameuse scène avec Ah, il la est sur fresque. l'épaule déjà. Et, comme vous voyez, eh bien, il est là! Et on a tout le monde, et vous voyez que c'est le live action, mais on a exactement la même version cartoonesque que Pendant la série. dans Rebels, que dans la série. Et c'est exactement le même dessin, à peu de choses près. Et on va le prouver dans un instant, parce que ici, à la Vernon Prod, on ne recule devant rien. La bestiole, elle est là. Elle se trouve ici, on la reconnaît bien d'ailleurs. Malheureusement. J'en sais pas plus. Hein. J'en sais pas plus. Il est temps de commencer à parler des méchants, puisqu'en fait, l'épisode 1 va s'ouvrir sur deux personnages Prétendument Jedi qui viennent voir le prisonnier. qui se font passer pour des Jedi et qui sont là en fait pour libérer la prisonnière donc la sorcière de Dathomir, qui a été arrêtée par Ahsoka et qui a ainsi obtenu des informations sur la localisation de la carte que recherche cette même sorcière pour retrouver l'amiral Thrawn, le grand amiral Thrawn, et évidemment elle a des sbires qui sont ces deux personnages encapuchonnés qui ont à la fois les armes et les pouvoirs des Jedi ou des Sith, et qui sont venus tout simplement au culot, se faisant passer pour des Jedi pour aborder le vaisseau prison et pour pouvoir libérer leur patronne qui les a embauchés en tant que mercenaires. Le Et ça capitaine commence du violemment. vaisseau est tellement con que bien sûr, alors qu'il flaire un piège, il les laisse quand même monter à bord. Ça c'est quand même ça vous montre à quel point une nouvelle fois la nouvelle République se croit invincible et fait preuve d'une permissivité et d'une idiotie, d'une naïveté, d'une candeur qui vraiment dépasse les bornes. Parce que quand tu es un vaisseau prison avec des prisonniers importants qui vont, enfin je ne sais pas, on peut imaginer un transfert de prisonniers sur Terre. Par exemple, aux États-Unis, un transfert de prisonniers vers un procès, un prisonnier super important. Bonjour, où soudain, FBI. le gars, ça. FBI, il sort une plaque Lego. Il sort une plaque d'agent FBI Lego. Et si je suis du FBI. Parce qu'il a une capuche. Attention, c'est un Jedi. Ah, mais sérieusement. Et alors, évidemment, tout l'équipage se fait trucider, puisque les sabres laser et la force vont parler. Alors, oui, j'ai l'impression qu'ils en foutent pas une dans la République libératrice. Ils s'aperçoivent même pas que l'Empire est toujours là et est en train de se reconstituer. Alors, je suis obligé, quand ils sont dans le vaisseau à parler de la casse, là, sur cette planète, et qu'elle lui dit, mais ça a pas été contrôlé, toutes les anciennes usines de l'Empire. Elle dit, si, ça a été démantelé. Et vous avez check 5 ans. Oh, bon, on va y aller, quoi. Ah, vous c'est vraiment en loose day, hein. C'est Dark Vador et l'Empereur sont morts, c'est la fête du slip, hein. Puis la grande phrase en mode, et il y a encore des partisans de l'Empire dans l'usine. Vous savez, on passe pas d'une république d'un jour à l'autre. Ah bah oui. Mais bon, vous savez, tant qu'on les paye. Vraiment, masterclass, hein, c'est passé. Alors, tout de suite après, quand elle s'aperçoit que rien n'a été contrôlé, mais la République ne construit pas ce genre de réacteurs aussi gros, de propulseurs aussi gros. Vraiment, toute la réussite de la suite de l'épisode, le fait que l'équipe sache où aller après en suivant le vaisseau et le moteur, se joue à un droïde qui a trop parlé parce qu'il s'est dit « Ah oui, si, je l'ai vu !» Ils sont tous balancés, t'as tout le monde qui est en PLS,
je travaille. Tous les ouvriers de l'usine, les mecs qui sont en train de taper sur leur ordinateur, là, qui commencent à tourner la tête en mode inquiet. Tu vois les gouttes de sueur. Il y a le droïde qui balance. Et puis il y a un droïde à la conche dans ces 3PO, tu sais, qui dit ah bah tiens, bah non justement j'en ai vu un comme ça. Je pense que c'était un coursier. Oui je l'ai vu. Tiens bah il est dans le vaisseau qui part. C'était gentil pour le 6-3PO. Hein. C'était clairement un droïde coursier Amazon qui passait par là, qui n'avait rien. Mais le bon gars, le bon droïde, le gars il balance tout le monde. Et là, ça se termine en fusillade, etc. Parce que les résultats, tous les gens qui travaillent là travaillent en réalité pour l'Empire, à part quelques droïdes un petit peu cons comme d'habitude. Qui suit sur l'introduction d'un autre site d'ailleurs, un autre site qui arrive. Ah, alors là justement, c'est là que les théories vont commencer. C'est vrai qu'il en impose, hein. Physiquement, Ray Stevenson, il était un petit peu massif dans ses derniers rôles, un peu lié à l'âge. Mais avec son regard perçant, cette barbe blanche à la Sean Connery, un petit peu son porté du hoodie, vraiment. Tu vois, Vernon, là-dessus j'ai eu un ressenti différent. Dis-moi tout. Alors la carrure est clairement imposante, ça donne un bon côté au personnage. Par contre, son visage, le fait que les sites ils sont un peu souvent, je vais pas dire dégueulasses, mais dans le sens où voilà ils sont. Mais ce n'est pas un site. Non mais voilà, et c'est ça. Le personnage dans la première partie, juste on le voit dans sa capuche, on se doute qu'il est pas entièrement du côté mauvais, juste grâce à son apparence. C'est là, moi, directement, je me suis dit, soit c'est un ex-Jedi, soit c'est un gars infiltré. Pour moi, c'était deux choses comme ça. Donc, c'est sûrement le cas. C'est sûrement le cas, mais je vois son physique, je sais pas si ça a été fait exprès, mais en tout cas, son physique inspire directement pas une grande crainte. Je sais pas si tu vois, il y a un petit côté quand même calme, posé, rassurant. Alors oui, il est en train de trancher à tout va. Oui, parce que il a un petit côté Obi-Wan vieux, hein. Oui. Il y a un peu de ça dans le regard. Et à un certain moment, quand il se laisse aller, et qu'il dit, ça serait dommage de tuer Ahsoka, parce que c'est l'une des dernières Jedi, et il a l'air d'en avoir quelque chose à faire. C'est exactement comme Count Dooku. Quand il a ce dialogue avec, je crois avec Luke, quand il lui parle, je sais pas si c'est avec Luke, non, c'est pas avec Obi-Wan. Avec Obi-Wan, pardon. Quand il essaie quand il parle de son maître, quand il parle du maître Obi-Wan, qui était, rappelle-moi le nom du maître d'Obi-Wan, c'était Qui-Gon. Quand il demande, il dit que c'est regrettable que Qui-Gon ne soit plus là, parce qu'il aurait bien besoin de lui à ce moment-là. Oui, parce que Qui-Gon, comme le Comte Dooku, voyait les choses un petit peu out of the box, comme on dit, out of the box. Et cette phrase-là de Count Dooku qui disait j'aurais bien besoin de lui à ce moment-là, montrait aussi que, voilà, il était perturbé, il savait pas quel camp encore, il était bien dans les sites, mais il avait encore un peu d'espoir, besoin d'aide pour revenir. C'est pour ça que Palpatine l'a fait exécuter après. Exact. C'est qu'il avait savait compris que, voilà. Eh ben, Dooku n'était pas aussi jusqu'au boutiste. Je ressens cette même chose avec lui. Bon, on sait ce qu'il en est de l'acteur, donc je ne sais pas où ça va aller. Sa Padawan sent qu'il y a quelque chose chez son maître. Son regard à plusieurs reprises. Quand il parlait de pouvoir, de nous désirons à la fin, qu'est-ce qui nous attend? Et nous, plus de pouvoir. Plus de pouvoir que nous n'en avons jamais rêvé. C'est une question importante qui se pose là, parce que c'est certainement pas en trouvant et en ramenant le grand amiral Thrawn qu'il aura plus de pouvoir qu'il n'en a jamais rêvé. De ce que je sais de Thrawn, le grand amiral Thrawn est un immense tacticien. Un stratège incroyable. C'est un stratège incroyable, de férocité et d'une cruauté nulle pareille, mais il n'est pas dans le côté obscur. Il n'est pas force sensitive d'ailleurs, je crois. Si. Je suis pas sûr, hein. Je pense qu'il s'est démarqué de par ses faits d'armes. Non. Justement, par rapport c'est un peu l'anti-Dark Vador de ce point de vue-là. Oui. C'est-à-dire que lui n'est pas un guerrier, lui n'est pas un Sith, mais néanmoins, il sert l'empereur avec toutes ses qualités. Il est impitoyable, il est très intelligent. Mais ce n'est certainement pas, compte tenu des pouvoirs qu'a déjà Baylan, ce n'est certainement pas de l'amiral Thrawn, même s'il lui donnait, je ne sais pas, la possibilité de gouverner un système solaire ou quelque chose. Je pense que la localisation de Thrawn et les moyens qu'ils vont mettre en place, qu'ils vont utiliser, cette nouvelle galaxie, donc, où est enfermé, puisque c'est le secret des cartes. C'est le secret des cartes. Qu'y a-t-il dans cette nouvelle galaxie? Ces pouvoirs, cette énergie
c'est ce chemin qu'ils vont devoir emprunter et mettre en œuvre pour arriver jusqu'à Thrawn puis le ramener, va sûrement leur donner accès à de nouvelles réalités, à des trésors incroyables, à de nouvelles technologies, peut-être à une dimension différente, et je pense, et peut-être donc au pouvoir d'Ezraf. Et je pense que c'est peut-être plus ce dont il parle que toute chose matérielle ou puissance politique, à mon avis. C'est pas ce qui l'intéresse, visiblement. Non, c'est sûr, je me pose vraiment, il y a vraiment beaucoup de questions. Est-ce que ce qu'on va trouver là-bas, c'est vraiment ce à quoi on s'attend pour Thrawn? Et même au niveau d'Ezra, si les pouvoirs d'Ezra sont avérés sur ce qu'on est en train de dire, et ce qui est sans doute le cas, parce que Rebels en a apparemment fait les preuves, quel autre personnage surpuissant nous attendent dans la suite qui n'ont pas encore été canonisés ou ça, on en parle dans 3 images. ça me laisse. Non, mais vraiment, je suis rêveur. Hein. En vrai, la série est ce qu'elle est, mais ce qu'elle propose et ce qu'elle offre aux fans, c'est incroyable. Vraiment, je suis. On va pas se mentir, c'est un pont entre Rebelles et la fin du Mandalorian. Ouais. Ça permet d'intégrer en 4e vitesse, comme tu l'as dit, des tas de personnages adorés du public. Ouais. Parce que Rebels a énormément de fans. Et Thrawn, par les livres, Thrawn, et par les BD. dont on va parler dans toute la dernière partie, Ouais. qui lui sera consacrée. Et celui qui aurait dû être dans la post-logie, à la place du retour à la part de Palpatine et de Snoke, là, le précédent qui ne sert strictement à rien, ça aurait dû déjà être autour de l'amiral Thrawn. Ce qu'on sait tous depuis 1990 et la sortie du premier livre, la suite de Star Wars qui lui a été consacrée, et surtout donc qui aurait dû être fait à la place de ce qui a été tenté évidemment par Alors, Disney au départ. Ils vont nous le tuer avant que la post-logie existe, c'est sûr, c'est pas... Ils vont nous le tuer avant que ça arrive. Donc... Il n'est pas tout seul, Baylan. Alors, non, c'est vrai qu'il est pas tout seul. Hommage à Ray Stevenson, évidemment. Avec autant de charisme, il a jamais été tout seul. Toujours bien entouré. Non, voilà, donc il nous a quittés cette année. On avait fait une petite vidéo, un petit montage hommage vite fait à cette occasion, voilà. Et il y a des tas de gens. Alors, le truc étonnant, c'est que il y a plein de gens qui n'avaient pas capté qu'il était mort et qui donc ont regardé l'épisode 1, qui à la fin lui est dédié. Oui, en hommage à Ray, etc. Ils se sont dit mais c'est qui Ray? Et ils ont compris que c'était donc que c'était Baylan. Et ils ont donc compris que Baylan, eh bien c'était Ray Stevenson. C'était lui. Et là ils se sont dit mais le Punisher, mais Dexter, mais bon, voilà bon, etc. Donc quelque part c'est une sorte de double hommage posthume, puisqu'il a déjà reçu des hommages au moment de sa mort, et là, ce travail, son ultime travail qu'il a achevé, les gens réalisent que c'était lui, et il y a plein d'éloges et de messages à nouveau sympathiques sur les réseaux sociaux, et ça c'est vraiment... Mais figure-toi que c'est grâce à la série que j'ai pu voir que malheureusement il nous avait quittés. J'étais pas au courant et je l'avais pas... Eh bien voilà, ouais. Donc, il a une apprentie lui aussi, donc comme les Jedi et les Sith, les Jedi Orange ont des Padawan apparemment. Qui, elle, n'a pas vécu toutes les époques que lui a vécu. L'ancien temps, donc les côtés des justes, entre guillemets, elle l'a baigné directement dans toute cette violence et le côté de survie de l'Empire un petit peu. Elle est complètement psychopathe. Hein. Ouais, mais justement, je pense que... Alors, peut-être que t'as ton point de vue et t'as vu des choses là-dessus. Moi, je pense que son personnage, il est juste en mode miroir par rapport à Ahsoka et à Sabine. Je pense que c'est le développement... Mais en fait, c'est le cas. C'est le cas, puisque la Sœur de la Nuit, pour son développement à elle, l'envoie tuer la Padawan d'Ahsoka sur la planète. Quand Palpatine envoie... notre méchant rouge, Dark Maul, pardon. Maul. Oui, d'accord. Palpatine envoie Dark Maul tuer pour parfaire l'information. Ouais, j'ai oublié que c'était son apprenti dans l'épisode 1. C'est ça. J'avais oublié. Et je pense que là, la Sœur de la Nuit, de Dark Sidious, donc c'est vrai, pas de Palpatine, attention. On a mis 3 films à comprendre que c'était lui, quoi. Et là, vraiment, la Sœur de la Nuit a reproduit le schéma en lui demandant d'aller affronter un Padawan et de le tuer, donc pour parfaire sa formation. Elle le dit pas que c'est pour parfaire sa formation, mais tu vois, il y a ce mode miroir, encore, de 2 maîtres, de 2 Padawans, et qui sont en conflit, et qui s'affrontent mutuellement. Alors, Baylan et Ahsoka, voilà, Baylan et Ahsoka n'ont pas commencé, mais vraiment, là, on a eu ça. Et ça m'a fait penser que lorsque la sœur, quand ils sont à la carte, justement, et que la Sœur de la Nuit, c'est pas quand ils sont à la carte, c'est au début,
avant qu'elle ait récupéré la carte, donc en effet, quand ils sont dans les débris du temple. Ça aussi, on va en reparler après, mais la destruction du temple par les droïdes en mode autodestruction, c'était une sacrée scène. Après qu'Ahsoka ait donc pris la carte. Et qui sont dans les décombres, et que elle perçoit que Ahsoka a la carte. Elle comprend que c'est une sorcière, et imperceptiblement, elle s'approche d'elle dans son dos un petit peu, en la fixant avec cet œil mauvais qu'elle a toujours là. Je me demande si elle n'a pas essayé de la mettre à l'épreuve et de voir si elle allait percevoir une éventuelle attaque. Ce qu'elle fait d'ailleurs, en lui donnant un ordre, justement. À ce oui, c'est vrai pour la. Mais donc, est-ce qu'elle s'approche d'elle dans son dos, discrètement? Bah ça, on peut en conclure plein de choses. Soit elle a un background comme quoi les Sœurs de la Nuit auraient peut-être tué sa famille, des choses comme ça, tu sais, des classiques. Soit, mais ça m'étonnerait. Mais c'est vrai elle teste beaucoup sa puissance à elle-même. C'est vrai que, comme tu disais, tout chez elle indique l'évolution vers la Sith, alors que pour Baylan, on est très clairement dans autre chose. Ah mais tu vois que Baylan est envoyé soutenir dans l'épisode 2 l'autre Sith, celui qui est en armure, là, en lui disant « Va prêter main forte à machin sur telle planète ». Je me demande comment il se positionne, qu'est-ce qu'il veut faire d'elle? Moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois, il l'éloigne. Oui, pour la protéger. À chaque fois, il lui pose une question. Il la vire. Et à chaque fois, il la vire. Je sais pas si t'as remarqué. Lui, je sais pas ce qu'il fait pendant ce temps-là, mais par contre... Ouais, il l'éloigne du danger, hein. En même temps, l'éloigner du danger, bonne question. Mais en tout cas, il l'entoure de gens qui pourront l'aider à chaque fois. Sauf quand il l'envoie contre la Padawan. Là, il y obéit, là. Obéit à ce il doit avoir la Mandalorienne en faible estime, hein, au niveau maîtrise des talents Jedi. Ça, après, on ne fait que des suppositions. Mais au niveau de Baylan aussi, je reparle de ce que je disais tout à l'heure. On est donc 25 ans après l'Ordre 66, à peu près. Hein. Je fais les 20 ans de Luke, voilà, et Leia, les 20 ans qui ont passé plus les 5 ans, c'est-à-dire les 3 ans, les 3 ans et demi à peu près entre le début de l'épisode 4 et la chute de l'Empire. Et puis le temps qui se passe après, parce qu'il y a un petit peu de temps qui se passe quand même, c'est pas tout de suite, c'est pas le lendemain quoi, c'est pas le lendemain. Luke a commencé à rebâtir le temple, il a enseigné à Grogu, etc. Le Mandalorien a fait pas mal de choses depuis. Bon, il s'est passé plusieurs années. Donc on est autour de 25 ans à peu près, peut-être même plus. Certains disent 30. Je sais pas trop comment ils l'ont calculé ça. Donc je l'imagine lui, quand on voit ce que ça a donné pour Luke par exemple, je l'imagine 25 ans ou 30 ans avant. Il parle du temple Jedi de Coruscant quand il voit la carte finale avec la sorcière qui trace le trait directement vers cette autre galaxie où a été envoyé Thrawn par Ezra, voilà, ou suite à une utilisation de son pouvoir plus ou moins contrôlé. Ce qui implique que ce pouvoir, à travers l'espace et le temps, permet de manipuler et de transporter quelqu'un sans vaisseau, mais d'une galaxie à une autre. En tant que tel, dans la série, c'est jamais mentionné. Tout ce qu'on a, c'est l'hologramme qui nous dit je dois aller combattre le dernier amiral, désolé je vais peut-être pas revenir, Moi, de mon côté, je n'avais aucune mention de comment Thrawn était arrivé là-bas, de qui. Apparemment, c'est une faille spatio-temporelle qui les a engloutis. Mais créée par Ezra, sur le même modèle que celle qu'il a créée pour aider Ahsoka. Ok, donc et là on aurait un moteur qui peut donc entre hyperespace et autres modules. C'est un super moteur, c'est comme s'ils en mettaient 20 d'après ce que j'ai compris ou un truc comme ça. Qui permet de traverser les failles, voilà. Éventuellement. Donc est-ce qu'Ezra, son pouvoir, ça a été tout simplement de dompter les créatures ou de pouvoir contrôler et de maîtriser les créatures de l'hyperespace sans moteur ultraluminique, sans moteur de vaisseau, c'est-à-dire uniquement par la force. Se fondre avec ces créatures par la force pour pouvoir utiliser leur pouvoir sans passer par des machines. Je pense que c'est ça. Moi personnellement, je pense que c'est ça. Et c'est peut-être ce pouvoir-là dont il rêve. Parce que si tu contrôles le temps, tu peux revenir avant et prendre la place de Palpatine. Tu peux assassiner qui tu veux. Tu vois ce que je veux dire. La phrase plus de pouvoir que nous ne pouvions jamais imaginer, ce serait
c'est lui qui prend la place de tous les grands, les grands méchants, voilà, ou revenir même aux origines des Sith, hein, puisqu'il est question du passage de Sion, hein, Dark Sion. Oui. Voilà. Qui est mon préféré en termes de pouvoir, de puissance et de Et torture. qui est un personnage dans un des KOTOR également. Ouais. Donc on revient. Oui, c'est pas un marrant. Hein. C'est celui qui survit tant qu'il a de la douleur, tellement il a qui a un corps qui est tellement mutilé et qui ne reste en vie immortel grâce justement parce qu'il puise son pouvoir dans la douleur et la force. Et c'est pas rien ça. Ça fait un personnage passionnant parmi Annihilus et tous les autres sites. Ah, voilà. Et c'est là que Baylad, en voyant l'explication du passage de Sion, il dit c'est par Persidea ou un truc comme ça, et il dit mais c'est une légende, c'est la légende que racontent les jeunes Padawans au temple Jedi. Mais comment tu le sais? Parce qu'il a été informé et train. Mais oui, alors, ça bon, c'est... voilà. Donc il y a quelque chose là, il y a un secret. Et d'ailleurs c'est là qu'il voit qu'il divague un peu et qu'il en a trop dit, et c'est là qu'il se reprend. Parce qu'elle le regarde bizarrement et qu'il l'envoie et il la dégage pour pas en dire trop un petit peu. Il s'aperçoit qu'il en a un peu trop dit quand il a dit ça et qu'il a affaire à une future site qui elle dont le but serait éventuellement de se débarrasser un jour de son maître pour lui prendre ce fameux pouvoir. Donc il se dit je vais peut-être pas lui dire ce qu'elle peut avoir plus tard, je vais le garder pour moi. Il y a quelque chose quand même de relation très site hein, quand même. C'est étrange qu'elle soit pas au courant des origines de son maître. Comment ce lien s'est fait, Oui, je crois que même Dark Maul lui-même ne savait pas que Dark Sidious était Palpatine. Ce qui permet de soutenir un peu l'idée que pendant deux films, mais les spectateurs qui le savent déjà, qu'ils voient bien que c'est lui, hein, d'accord, c'est le même mec, on va, oh, incroyable, à la fin de l'attaque des clones, oh, incroyable, ça serait lui alors. Non, mais écoutez, vous plaisantez, quoi. Quand il monte dans le Sénat et qu'il commence, j'ai été mutilé par... Oh, putain. Ah là là. Alors, bon, le combat des deux apprentis. Donc, en effet, pour récupérer la carte, le combat, et alors là, c'est là que j'ai rajouté des petites choses rigolotes. Voilà, c'est important de se faire transpercer. Donc, vous voyez, ça c'est drôle, ça la colonne vertébrale est là. On décide de frapper là. Donc, on va aller un petit peu à gauche. J'ai la preuve, parce que sous certains angles, c'est pas évident, parce que là, on a l'impression que c'est carrément entre les deux seins, hein, c'est-à-dire au milieu, dans le ventre en plein. On a l'impression que c'est pas du tout le même endroit vu de cet angle-là, surtout quand on voit le trou après, notamment. Ouais. Ça, c'est chaud. Et alors là, le mieux, c'est quand là, c'est carrément tout. C'est carrément tout à gauche, une fois que c'est cicatrisé. Alors, je suis désolé, moi je veux bien, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui rigolent sur les réseaux sociaux, là, parce que déjà qu'elle ait survécu, bon, pourquoi pas, mais voilà quoi, on n'a pas tout à fait... Bon, d'ici... Bah tu vois, en voyant cette scène, à la fin de l'épisode 1, j'étais en mode, bon, l'épisode se termine bien. J'étais content. Même si je savais au fond de moi qu'évidemment, elle allait très bien, et que la seconde d'après, j'allais devoir subir encore ça pendant un autre épisode. Tu te rends compte, dès le premier épisode, tu es l'un des personnages clés de Rebels. Après Game of Thrones, moi, ce qui m'intéresse aussi par là, ça serait qu'on nous remontre Dark Maul, mais avec les frères de la nuit, donc, grâce aux sœurs, qu'on est le frère de Dark Maul, et qui est un personnage important de Clone Wars, et de Rebels, surtout Rebels, pardon, et où toutes les interactions qu'on voit de Dark Maul ont lieu aussi avec son frère après. On le revoit, on voit des choses, donc d'autres personnages de cette espèce. Et puis ça manque un petit peu, parce qu'ils ont vraiment un chara-design très intéressant. Donc vraiment, on a de quoi faire, là. J'ai hâte de voir. Dark Maul, d'ailleurs, qu'on pourrait tout à fait voir ressurgir, là encore, parce que on sait qu'à la fin de Rogue One, il donne les instructions. Il est toujours vivant. Donc ça passe avant Rogue One, ça veut donc dire que Dark Maul est toujours en vie à ce moment-là. Pendant Ahsoka, tout à fait. Pendant Ahsoka, non. Pendant le Mandalorian, on pourrait tout à fait revoir revenir Maul. Bon. Donc, salut Kyle. Bon, moi personnellement, tu me saoules un peu, mais bon. Alors, as-tu vu ou joué au deuxième? Vu. Donc on voit quand même une maîtrise, on voit maintenant... Ouais, alors on veut pas spoiler le jeu, mais une maîtrise, oui.
une maîtrise peut-être plus de choses qu'il ne faudrait, hein, quand même, parce que voilà. Moi, je trouve que ce Zabravkal est sur une pente glissante. Pour moi, c'est la débrouille. J'ai pas vu le 2 en entier. Donc, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est la débrouille. On fait ce qu'il faut. Parce que bon, j'avais dit que je spoilerais pas, donc je vais pas dire, voilà. C'est la première fois qu'on aura un roux du côté obscur, quand même. Sabre rouge, tu sais, moi, plus rien de m'étonne. Bon, BB-8, je veux voir BB-8 dans un live action. Ah, ça serait grandiose. Ça serait grandiose. Alors, justement. Alors. On parlait du troisième Manant. C'est donc un inquisiteur, de par son... Donc, le célèbre, Marok. Il s'appelle Marok. Mais en fait, j'hésitais entre il avait un style de chevalier de Rennes, et en même temps, il avait les sabres des inquisiteurs, donc sous l'ordre Dark Vador. C'est un inquisiteur. C'est ça. C'est l'hypothèse, de par son apparence et de par sa façon de se battre et de son arme. La forme de sabre. C'est en effet l'idée qui pour l'instant est là, c'est que c'est un inquisiteur. Mais ça commence à faire un aéropage de trois manieurs de sabre un petit peu étrange, puisque l'un d'évidence n'est pas un Sith, que l'autre n'en est pas encore une, et que celui-là serait donc un inquisiteur et donc Sith. Et directement sous les ordres de Vador. Et normalement, à la base. Vador qui n'est plus là, mais bon pour le moment. À la base. Sauf que il y a des hypothèses qui ont été faites sur l'identité de ce personnage, parce que certains pensent déjà que ce n'est pas un personnage random qui est juste là parce qu'il est un petit peu stylé, mais que sous ce casque se cache quelqu'un que nous connaissons déjà. Ok. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur la toile qui circulent depuis 2 jours, et on va en parler. Donc si vous êtes quand même resté jusque-là, mais que vous voulez pas les entendre, c'est le moment de vous barrer, parce que là, pour le coup, on va y aller plein pot. Hein. On va dire des trucs, alors certains vont hurler au scandale, certains, au contraire, vont se prosterner, certains vont prier, aberration, abomination. Il est costaud, celui-là, quand même, hein, le fameux Marok, là. Hein. Il envoie du lourd. Et grosso modo, il s'occupe de toutes les bases œuvres que Baylan ne veut pas faire lui-même, mais qui sont quand même des missions de confiance, parce que là, il est question d'aller chercher les pièces pour le vaisseau, voilà, et protéger les intérêts du convoi. Donc, c'est quand même pas une mission très très simple, d'autant qu'il ne peut pas passer inaperçu. Il passe même moins inaperçu que son maître lui-même, si c'est son maître, parce qu'on comprend pas bien. S'ils sont associés, maîtres, à quel niveau. Validé, mais voilà, pour moi, je pense il est peut-être pas en dessous. Hein. C'est compliqué à savoir. Alors, c'est là que certains ont commencé à faire une première hypothèse, parce que au crédit, il apparaît au crédit. Au générique, il y a le célèbre Sam Witwer, je ne sais plus exactement, le célèbre Sam, qui en fait est un habitué des voix additionnelles Star Wars, mais qui a été la voix de Darth Maul dans les versions animées. Et il a été dans le générique des 2 premiers épisodes. Et il est dans le générique du 2e épisode. Donc certains ont commencé à se dire, bon, peut-être qu'il a fait des voix random et que ça ne signifie absolument rien. Il se trouve qu'on le connaît. C'est dommage que je puisse pas enlever la coupe de cheveux. Il se trouve c'est... Oh mon Dieu. Mais oui. Oh là 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 là. Il se trouve que c'est un autre personnage de l'univers étendu en relation directe avec Dark Vador. Qui n'a comme pas Ahsoka. Mais qui a été... Mais c'est canon ou c'est toujours pas canon, ça? Ça ne l'est pas encore. Mais comme c'est vrai, tout devient canon il quand on... pas vraiment. Il est temps de dire de qui on parle. Il est question de... Starkiller. Malik. Oui, Marok, Malik. Ah, tu passes sur un... Tu passes... D'accord. Alors, voilà. Bon, et certains, oui, pensent tout simplement à The Force Unleashed, le pouvoir de la Force, un Starkiller, et que ce serait peut-être lui. Moi, je trouve que physiquement, le personnage ne correspond pas. Parce que je trouve que le personnage est extrêmement fin. Ce n'est pas l'image que je me fais, surtout qu'en plus il est bien rembourré, de par ce qu'il porte. Je ne trouve pas que ce soit le physique de Starkiller.
Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est difficile parce que Starkiller, oui, est quand même, je pense que niveau masse musculaire, il est assez costaud. Pas forcément massif, mais oui, au moins dessiné. Le problème, regarde ses jambes. Regarde les jambes. Est-ce que c'est des jambes de Starkiller, ça? On ne juge pas un homme par ses mollets. C'est très difficile. Voilà, quand c'était le jour des jambes, ben, il a fait le leg day, il a skippé. Le problème, c'est que Starkiller est toujours dans une tenue très stylée, style Jedi, style, voilà, des vêtements longs, amples. C'est difficile, et l'agilité qu'il a dans la force, là, j'arriverai pas à me prononcer. Et puis, même Starkiller, si jamais ils reprennent le personnage, impossible qu'il se restreigne à être un inquisiteur. Je veux dire. Lui aussi a peut-être son agenda caché. Oui, voilà, peut-être que, voilà, il veut cacher les apparences, mais, oh là là. Par contre, le fait que l'acteur y soit. Il est au générique de l'épisode 2. Dans voix additionnelle. Je pense qu'il... Mais... il se rend... Alors voilà, peut-être que c'est un clin d'œil, ils ont voulu le faire participer. Ah, bon, donc, il faut pas trop s'emballer. Ils se rendent pas compte de ce que le fan service qui est proposé, si jamais... Oh là là. Alors, ça, c'est la première hypothèse qui est très intéressante. Bon, pour une évidence, ce n'est pas, ça peut pas être Dark Maul sous ce casque. Ça serait quand même un petit peu étonnant. Il est trop emblématique. Même s'il a plus, le physique est plus fin. Dark Maul a un physique remanié assez fin quand même. C'est vrai, mais si on reste fidèle à l'histoire, on est sur maintenant un cyborg. Oui. Donc normalement le bas du corps sera pas dans un pantalon. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Tu vois ce que Au départ, je me suis demandé si lui aussi n'était pas avant cette scène-là, parce qu'on le voit avant déjà. Je me suis demandé s'il n'était pas un droïde spécial de la série des HK. Au début, je me suis demandé, est-ce un humain ou est-ce une machine? Bon, d'évidence, il s'agit en tout cas d'un être organique qui a été formé aux arts Sith, d'évidence, donc je ne pense pas du tout que ce soit une machine. Par contre, maintenant, est-ce que on s'emballe pour rien parce que le nom ressemble un petit peu et que ce serait extrêmement intéressant d'avoir la Padawan d'Anakin contre le Padawan de Dark Vador? C'est-à-dire le même, mais c'est pas faux, à deux étapes de sa formation. Ce qui serait incroyable, parce qu'en fait, quel est l'enjeu pour Ahsoka? Ahsoka, elle donne son nom à la série. Mais tu sais, ils auraient pu appeler ça Rebels à nouveau, ou ils auraient pu trouver un autre titre. Je pense qu'ils vont la remettre au cœur du... Ouais. C'est mon opinion. Il lui reste quoi à elle? Elle n'a jamais pu affronter réellement, en finir avec Dark Vador. C'est pas elle qui s'en est chargée. Non, mais... elle en a fini de personne. Elle a été sauvée par Ezra alors qu'elle allait crever. Donc, sur le plan... elle n'est plus Jedi. Ouais, mais tu vois, plus Jedi, néanmoins, elle l'a dit elle-même, elle va là où on a besoin d'elle. Elle l'a dit elle-même. Donc, elle est à la poursuite de Thrawn pour éviter que l'Empire et la guerre reviennent. Voilà, ça, c'est son objectif. Ben, c'est le but des autres, finalement. C'est le but des autres héros. Ça va pas être, c'est pas différent. Sabine, est-ce qu'ils vont nous refaire un Duel of the Fates? Est-ce qu'on va vraiment à nouveau avoir, Bon, de toute façon, c'est dans chaque trilogie Star Wars ou truc, ils nous refont un duo ou un binôme qui doit s'affronter à la fin. Donc, dans tous les cas, oui. Je complique les choses parce que leur but, c'est aussi de retrouver Ezra éventuellement. C'est comme ça que se termine la série Rebels, et c'est comme ça que se termine l'épisode 2, où devant la fresque, où elles se jurent d'arriver à leur fin et de sauver tout ce qu'elles pourront sauver. Ça pourrait suffire pour une série en 8 épisodes, mais peut-être une deuxième saison. Ça pourrait suffire pour l'instant. Je sais pas s'ils vont nous faire lambiner jusqu'à la fin de l'épisode 8 pour qu'on voit l'amiral Thrawn une nouvelle fois. Et qu'on attend une saison 2 d'Ahsoka pour la suite. Je serais déçu d'attendre 8 épisodes. Au moins, tu vois, vers le 6e que j'ai... Parce que vraiment, j'idéalise peut-être trop Thrawn, mais niveau manie, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont écrit comme script. De fait, représenter l'intelligence d'un tel personnage, et surtout le machiavélisme, la stratégie, vraiment, j'attends énormément de cette partie-là. Parce que l'acteur, qui n'est pas un acteur facile,
et qui est un acteur qui est habitué à des rôles compliqués, hein, que ce soit au théâtre ou à la télévision, Ah, mais j'ai pas vu. a insisté pour reprendre, ne plus seulement être la voix, mais reprendre le rôle dans la série. D'accord, Pour parce que je n'ai pas l'incarner. du tout vu Donc il a quel dû... acteur c'était. Ah ben on va en parler, On va en tout de parler, suite on va en après. parler. Je sais que j'en ai compilé des putains de diapositives. Un petit peu. Alors l'autre, bon ça, une piste très intéressante, Oh, magnifique. mais l'autre... Hypothèse. L'autre hypothèse. Oh non. alors, Mais non. alors, il y a, ça c'est pour parler d'un autre personnage. Mais l'autre hypothèse, en fait, certains disent, puisqu'il y a des passages entre le temps et l'espace, pourquoi est-ce qu'en fait, ce personnage masqué ne serait pas, alors, avec ayant gardé ou perdu la mémoire, ne serait pas purement et simplement le fameux Ezra. C'est la deuxième hypothèse qui court. Ezra qui a un physique qui Similaire. pour le coup est totalement similaire. Alors, ça serait le genre de twist qu'ils aiment bien à foutre dans la gueule au personnage principal, en mode qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je le tue pas. Parce Bon. que celui que je recherche, qui nous a tant manqué, l'amour de ma vie, machin, mon ami, que je pleure depuis 5 ans, depuis moins, mais à peu près, est en fait, depuis le départ, l'ennemi qui s'oppose à moi Mais et donc- veut libérer Flo. Donc ça voudrait dire que finalement, Throne a été envoyé seul à un endroit et que lui, il a eu des conséquences de son pouvoir. Ça, ce serait ce qui serait ce qu'on pourrait déduire. En tout cas, oui, d'une telle hypothèse. Manipulateur de la force. Ouais. Ou alors c'est juste avec un putain de casque qu'elle On m'a se- buté dans le 3e épisode. On verra jamais, il enlèvera jamais, il va mourir tête coupée. Voilà, mais voilà où on en est de la réflexion des fans. C'est dire quand même, malgré les reproches de certaines facilités qu'on peut faire, un petit peu sur certaines scènes d'action ou sur certaines approches psychologiques des personnages, cette débauche, ce déluge de lore intéressant de personnages auxquels on s'est attaché dans différents médias et qui sont plus ou moins teasés, y compris donc l'une des grandes étapes qui va suivre, c'est-à-dire l'ancienne République et Dark Revan, etc. Et Kotor, Grâce au voyage dans le temps, on partirait. Oh, tout simplement le multivers. Se mettre dans le multivers. Voilà, exactement. Une série. Se mettre à l'époque, Ok. etc. Ah mais là tu m'amènes dans des choses niveau site, niveau pouvoir site, je vais avoir des étoiles dans On les nous a parlé de Darksion, on nous a parlé de la série des HK, évidemment, mais là, qui là, fait du coup, penser à c'est HK47, évidemment. Darfanilis, du coup, Oui, là, oui. le mangeur de planètes, enfin, on arrive sur des monstruosités de pouvoir. Souvenons-nous qu'on a toujours apprendre des choses de Dark Plagueis, ou ce genre Exactement. de choses. Donc, La résurrection et les choses. c'est sans fin, en fait. Le lore est devenu... Je pense qu'Ahsoka n'est pas qu'une série secondaire qui double le Mandalorien pour boucher un C'est peu le le trou vers Throne. C'est le Doctor Strange Multiverse of Oui, ça nous montre à quel la point transition. d'autres choses ont été créées intéressantes et qu'enfin Disney a peut-être compris, alors grâce à Dave Filoni Grâce au et à Flash. Jon Favreau, hein, qu'il faudrait peut-être l'utiliser maintenant au lieu de faire chier quoi, avec des trucs qui nous intéressent pas. Ah, c'est fou. Et là, c'est une promesse qui est faite aux fans d'une adaptation intéressante et fidèle de cet univers que les fans aiment. Et avec, du coup, j'imagine par extension, une version remaster des anciens, bah voilà. Tu as la transi parfaite. Et le fameux remaster de KOTOR, le remake de KOTOR, qui paraît-il est toujours dans les tuyaux, et qui d'ailleurs pour l'instant est le seul jeu Star Wars hors celui qui, je parle pas des Fallen Order, mais de celui qui a été annoncé avec la contrebandière là, qui a été annoncé pendant les conférences de cette année et qui a des graphismes de ouf et on suit une fille avec un robot qui est une sorte de Han Solo féminin et dans des graphismes absolument époustouflants, qui a été annoncé pour l'an prochain. Eclipse par le studio français de David Cage, pour l'instant on n'en parle plus du tout. Le remake de KOTOR, pour l'instant on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir lieu, et puis pour l'instant c'est tout. On sait qu'il y aura sûrement un Jedi Fallen Order 3, mais pas tout de suite. Alors, au niveau des effets spéciaux, on a des choses assez sympathiques. Ce que j'aime bien, que ce soit dans l'approche des planètes, des vaisseaux, ou des effets spéciaux, des environnements, on est très entre le Retour du Jedi, l'épisode 6, et la première saison du Mandalorian. Je trouve qu'on est très dans cette esthétique,
cette façon de concevoir les vaisseaux, les décors, les effets spéciaux, et c'est très bien parce que c'est exactement la cohérence qu'il faut trouver. Alors voilà ce dont je parlais tout à l'heure. Donc vous avez en haut en comparaison le final de la série animée Star Wars Rebels et la scène que ça donne dans l'épisode 2 d'Ahsoka, le live action. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup dans la mise en scène, et ça ressemble encore plus ici, évidemment, puisque nous avons, comme vous voyez, la même fresque en réalité dans les deux. Voilà. Et Sabine est un peu plus joyeuse dans cette version-là, et ça s'explique de manière très simple, c'est qu'à la fin de Rebels, c'est la fin de Rebels. C'est-à-dire, elles vont partir sur cette incertitude, cette tristesse de peut-être ne jamais le revoir, alors que là, la série commence sur la même scène, se lancer, mais cette fois-ci avec un immense espoir de le retrouver. Puisque c'est un début, c'est un commencement, alors que là, c'était une fin. Voilà. Donc, ça explique également la différence d'interprétation. Donc, cher viewer de Rebels, force à vous pour avoir subi cette fin où vous étiez sur votre fin, justement. C'est que ça fait un petit moment maintenant que c'est terminé, en fait. Hein. Ça fait un petit moment, on va voir ça après dans la chronologie pour finir. Eh bien, il est temps... Fais pas la gueule. C'est pas le méchant que je voulais. Tu t'es fait cramer directement. On parlait tout à l'heure de Moff Gideon, notre célèbre Esposito, Monsieur Esposito, Gus, dans Breaking Bad, et Better Call Saul. Better Call Saul, évidemment. Qui lui aussi, son objectif était donc de ramener le grand amiral Thrawn, mais en fait non. L'objectif c'était de prendre sa place. Oui, parce que j'avais pas l'écho qui voulait ramener quelqu'un pour... Il participait au fameux conseil qu'on a vu dans la saison 3 du Mandalorian, qui avait comme objectif de ramener l'amiral Thrawn, évidemment. C'est dire quand même que toute cette bande d'incapables, de traîtres, mais relativement cruels, sans foi ni loi, respecte et craint suffisamment l'amiral Thrawn, même en exil, même disparu, même introuvable, sur la foi de la légende de son éventuel retour, pour le considérer comme un chef pratiquement indiscutable. Il le voit vraiment comme la seule possibilité de gagner une guerre, et c'est quelque chose. Et il n'y a que Moff Gideon pour se dire que c'est une fable qui ne reviendra jamais et que ça serait le moment de prendre sa place définitivement. Il faut tenter. Serait-ce que Moff Gideon savait des choses sur l'emplacement de Thrawn et ce qui lui était réellement arrivé? Parce que c'est un sacré pari quand même. Mais craignait-il vraiment quelqu'un, ce personnage? Ne se pensait-il pas plus puissant que n'importe quel rival potentiel, en fait? Au plus intelligent, également. Même s'il s'est fait cramer comme un méchant. Je dirais que la quête perpétuelle pour récupérer le sabre laser noir montre qu'il a des petites choses à compenser. Ça serait... C'est pas la taille ni la couleur qui compte. Ça serait... de vouloir tout le temps. Et même le fait d'avoir développé cette armée de robots en matériaux, en Beskar, des super HK en Beskar montre aussi que finalement toujours cette quête d'être plus. Luke les a trouvés très amusants les HK. Quel épisode ça. Quel épisode quand Luke arrive sauver tout le monde là avant. Bon, on part du principe que Moff Gideon a cramé à la fin. S'il te plaît, me le fais pas revenir une autre fois. Mais non, c'est bon, pas deux fois. S'il a eu le temps de mettre son casque et de se barrer, c'est pas totalement sous des débris, pas totalement impossible qu'on le revoie plus tard. Ça serait intéressant d'ailleurs dans la saison 2 d'Ahsoka par exemple, ou dans la suite du Mandalorian. Et qui sort en mode Thrawn est de retour. Et d'être l'un des opposants et d'être en face à face par rapport à l'armée de Thrawn. J'imagine Moff Gideon à genoux, ça y est, il est de retour sur une planète à lui ou un truc comme ça, et d'un seul coup s'ouvre la porte, hop, la caméra qui se relève et Thrawn qui le regarde de haut comme ça. J'espère que le reveal de Thrawn va valoir la. J'attends de voir l'acteur déjà pour savoir si je vais être déçu. Au début des années 90, il y a eu, pour la première fois, l'autorisation de George Lucas donnée à l'écrivain Timothy Zahn. Ok, donc il faisait confiance à une seule personne. Oui, d'écrire une suite. L'autorisation d'inventer une suite au retour du Jedi. De nouvelles histoires.
L'héritier de l'Empire. Pourquoi j'ai Dieu, là Et ce qui est assez passionnant, c'est que ces 3 livres n'ont jamais été reconnus ni par Lucas, ni par Disney à la base comme étant canon. Alors que pour les fans ont toujours demandé une adaptation et considèrent ces livres comme parmi les 3 meilleurs qui aient jamais été écrits sur le lore de Star Wars. À ce point-là. Quelque chose qui est très intéressant, c'est que sur la couverture, dès 1990, nous avons sur la couverture du premier livre, puisqu'on appelle également ces 3 livres la trilogie Throne, purement et simplement, le personnage qui a déjà, et c'est incroyable, il y a 33 ans, exactement le même visuel. Oui, ils n'ont pas changé. Il a le même uniforme, avec la couleur blanche, il a les épaulettes, il a évidemment les médailles, il a la peau de couleur bleue, et il a ces fameux yeux rouges dont il est question. Il a exactement le même design qu'on lui connaît depuis l'époque. C'est quand même un fait assez rare. Et difficile d'adapter. Et donc ce méchant est donc disponible pour tous ceux qui voudraient faire quelque chose sur Star Wars, dans l'après. Il est déjà disponible donc depuis 1990. Il fascine les gens, et les fans demandent son entrée dans live action depuis ce temps. Bon, quand même assez incroyable que Disney soit passé à côté. Voici le fameux Timothy Zahn, qui continue encore aujourd'hui à écrire régulièrement des livres sur l'univers Star Wars et mettant en général toujours en scène des faits ou un lore relatif à Throne et éventuellement à tous ceux qui ont été autour de lui. Donc merci à lui, puisque finalement, 30 ans après, disons, jusqu'au Mandalorian, enfin, l'histoire lui donne raison et enfin reconnaît ses idées, son talent et que il était depuis le départ incontournable. C'est incroyable d'avoir eu à attendre autant de temps. Parmi tous les livres Star Wars que j'ai, et j'en ai quand même pas mal, beaucoup développés sur Darth Maul, beaucoup développés sur Bane, sur les anciens Sith, etc. Il me reste à attaquer les livres écrits sur Throne, non seulement certainement les originaux, mais ceux-là qui continuent de sortir, que je vois régulièrement à la Fnac, pas de sponsoring. Si, allez-y. Bon, alors Throne est apparu en bande dessinée, toujours à peu près avec le même design comme vous voyez, voilà, et souvent en rapport avec Dark Vador et Palpatine, évidemment, puisque ils commandaient tous à la même époque. Et le Grand Amiral étant le plus haut grade, mais en fait, en dessous de Palpatine. Si on prend l'horrible postlogie, donc avec donc Palpatine qui manipule dans les ombres, mais donc avec nos deux, le rouquin, comment il s'appelle le rouquin là, l'horrible amiral rouquin. Ah oui, je vois qui tu veux dire là, le chef du premier ordre. Voilà, le chef du premier ordre. Je me souviens plus comment il s'appelle. Plus Kylo Ren, mais c'est bête, mais c'est exactement les deux rôles qu'on a là. On a Dark Vador et l'amiral Throne de l'époque, et je pense qu'ils ont préparé en recréant un truc bizarre comme ça dans la postlogie. Mais là, avec les deux versions Wish qu'on a eu, Kylo Ren et le rouquin, là on a vraiment. Mais le rouquin était une blague. Il y a du level supplémentaire dans l'intelligence, là, quand même. C'est même, ça n'a rien à voir. Là, on a ce que Dark Vador est le plus grand méchant de l'histoire, entre guillemets, et tout ce que ça implique. Oui, on peut le dire, oui. Et peut-être même de toute l'histoire de la science-fiction. Mais les gens, j'ai vu énormément de passages des BD sur Throne. J'ai regardé tellement de compilations de choses. On se rend pas compte de cette rivalité des deux qui, en fait, ne se sont jamais vraiment, entre guillemets, affrontés, qui ont travaillé ensemble, qui s'aimaient pas trop forcément, mais les deux étaient les deux sbires sous Palpatine. Vraiment, c'était ce triangle, bien sûr, qui ne se liait pas entre les deux. Vraiment deux personnages qui incarnent l'un dans l'autre la puissance et l'intelligence guerrière, les deux pièces maîtresses de Palpatine. Et ça, réunir ça, on va enfin tout avoir. Et tu imagines le nombre de gens qui ont vu les 9 films et qui n'ont jamais entendu parler de Throne. Je l'ai appris très tard. Hein. Je pense que un peu avant la saison 1 de Mandalorian, j'ai découvert l'existence de Throne. Et là, apparemment, c'est un autre livre de Timothy Zahn, à moins que je ne me trompe. Oui, c'est la couverture. Je me rappelle. Les deux, donc la force, l'action, la force et la stratégie et l'intelligence sont
Même si Dark Vador est pas un imbécile non plus, mais ce que je veux dire par là, bon, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas un technicien de bataille. C'est pas son outil premier. C'est incroyable. D'ailleurs, Thrawn, rétrospectivement, bah, évidemment, il n'avait pas été créé, mais aurait pu être à la table des généraux, des amiraux dans l'Étoile Noire, dans le premier Star Wars, quand la célèbre votre manque de foi me consterne, etc. Il aurait pu être autour de la table, il aurait eu tout à fait sa place. Bon, alors on va maintenant voir Thrawn tel qu'il va être bientôt incarné. Alors voilà comment il était dans Rebels. Okay. Donc tous ceux qui ont quand même aussi regardé Rebels et son conflit donc avec la petite troupe d'Ezra, Ahsoka et Sabine, eh bien voilà la tronche qu'il avait. Donc vraiment pas commode. C'est pas forcément un look très facile à assumer en live action hein, quand même. J'aime beaucoup l'image que tu as montrée juste avant, la couverture que j'ai vue assez souvent et qui me passionne. Cette image, elle a tout, la force, le respect. Le regard qui sait que derrière t'as intérêt à bien te préparer parce que lui il l'est quoi. Ah t'as pas envie de lui dire que tu changeras le rouleau de PQ dans 2 heures. Hein. Tu vas direct. Hein. Voilà. Oh, j'y vais monsieur, j'y vais. Et ça c'est le personnage que je souhaite retrouver. Donc j'espère que l'acteur qui a prêté sa voix s'est pas trop attaché à ce qu'il a fait dans Rebels. Je ne sais pas exactement parce que Ahsoka a été respectée de par Rebels. C'est un acteur incroyable, hein, qui peut être, qui a montré par le passé, qu'il pouvait être impitoyable, inquiétant. D'accord, donc il y a déjà cet effet-là sur le. Et tu vas peut-être reconnaître assez rapidement de quoi je parle. Donc le voici dans Rebels. Et maintenant, alors déjà, oui, je l'ai placé ici parce que c'est là. Bon, on va boucler la boucle. Oui, puisqu'évidemment, dans le Mandalorian, on est aussi voilà. Pas forcément à la recherche de Thrawn, mais on sait que c'est un ennemi, on a compris que c'était un ennemi incroyable, que ce sera un ennemi de Mandalore si de toute façon il revient, et que ça fera partie des objectifs de Mandalore réunifiés sous le commandement de Bo-Katan, voilà. C'est pas Bo-Derek, c'est Bo-Katan, voilà. Et grâce à l'aide de Grogu, de Din Grogu et de Din Djarin, qui vont se joindre à la baston, évidemment. D'ailleurs, voilà. On voit bien monter les enjeux, on voit bien monter l'histoire, on a hâte que ça se produise. J'aime beaucoup cette reproduction de, c'est bête, hein, mais Daredevil, Jessica Jones et ensuite Defenders, tu vois. J'aime beaucoup ce qu'ils arrivent à faire là aussi. Bah là, ils ont trouvé des trucs qui marchent, alors ils en profitent. Hein. Mais le design. Ces deux-là, on est d'accord que ces deux-là ont sauvé Star Wars. Oui. Et ce qui s'est greffé autour d'eux ensuite de plus en plus a pris le même rythme et la même élan. Oui, tout exactement. Bravo. Ouais, Merci Favreau. Merci John Favreau. Je baisse tes pieds seulement. Bon. Alors. Okay. Donc, l'acteur qui faisait sa voix dans Rebels, Lars Mikkelsen, qui est un acteur qui a un regard extrêmement perçant, déjà d'une part, qui ensuite est extrêmement inquiétant, a fait la voix dans Rebels. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont déjà très attachés à son interprétation. Alors, ce qui n'est pas notre cas, puisque nous ne l'avons pas vu, ni entendu. Donc, surtout. Alors, moi, je pense que je fais confiance. Parce que s'il donne un rôle comme ça, en partant de l'interprétation et de la voix, c'est que c'est forcément de qualité. En tout cas, moi, je l'entends. Son visage, ses yeux, son regard, je pense que ça va faire le job. On va pouvoir le vérifier dans un instant. Mais attention, méga spoiler. D'accord, donc tu l'as la tête, ok, très bien. Mais j'ai très peur au niveau de la carrure, parce que ça a beau être un amiral qui utilise sa tête et pas le reste, il y a quand même une nuque, il y a quand même des épaules, il y a quand même un standing à avoir, et pour moi, il m'a l'air assez chétif le pépère. Donc, à voir. Je pense que ça fait partie de la manière dont il l'interprète un petit peu, parce qu'il y a un côté un peu. Je me bats avec ce que j'ai et j'ai pas le physique. Un peu serpent. Moi, ouais, c'est ça. Tu vois il y a un petit côté quand même chez Thrawn. Alors c'est sûr. Un petit côté diabolique, serpentard, machin. Et il faut qu'il y soit cet élément. Il y a un petit côté Voldemort quand même, je dirais. Ouais, mais tu vois, t'irais pas foutre une gifle à Voldemort. J'ai changé le PQ, monsieur. Voilà, je pense qu'il nous faut les deux. Il faut quand même un impact physique, une prestance. Bon, tu vas me montrer, mais. Alors. D'accord. Donc j'en dirai pas plus, mais dans la saison 3 de Sherlock, c'est le grand méchant de la saison.
puisque on s'est débarrassé de Moriarty, hein, vous vous souvenez, dans la saison 2, et dans la saison 3, il s'agit donc de lui qui tire les ficelles. C'est la première fois que j'ai vu, me semble-t-il, moi, Lars Mikkelsen, et son opposition à Sherlock et à John Watson est terrible, puisque il est l'égal au moins de l'intelligence de Sherlock Holmes, et les deux sont terrifiés par son machiavélisme en réalité. Ok. Et en fait, là, je suis assez rassuré niveau carrure, il m'a l'air d'être... Bon, de toute façon, ils vont lui rembourrer les épaulettes, voilà, Oui. ils vont trouver un moyen de... voilà. Ouais, mais tu vois, je veux un méchant. Et un... Alors, on l'a vu plus récemment dans The Witcher. Attends, c'est pas lui, là? Et si. Puisque c'est le rôle du mage, Oh, je le le déteste. mage Strigobor. Et quand on a vu comment il méprise tout le monde dans ce rôle-là, c'est assez... Oui, et assez le amusant regard de aussi, serpent, voilà. le sourire de sournois Voilà. en permanence d'intéressé. Ah, mais c'est bizarre, je le reconnais absolument pas entre ces rôles. C'est pas mal, hein, c'est comme Johnny Depp sur certains trucs, tu vois, ils se font dans le rôle, j'ai l'impression. Oui, il y a le côté un peu caméléon. Mais vraiment, je l'ai pas voilà. reconnu hein, entre les deux, là. Mais ok, La première image qui a été diffusée, pas mal, déjà. de dos, J'aime bien. de son arrivée quelque part, c'est celle-ci. Celle-là, on la connaît depuis un certain temps maintenant. Et cet été, lors d'un panel de la Comic-Con Star Wars, enfin, je sais pas, d'un grand événement, il y a une image de lui de face qui a été diffusée auprès des gens qui étaient là. Et normalement, Sans caméra. normalement, elle n'était pas censée fuiter. Néanmoins, c'est l'écran Il suivant. savait Donc je vais très demander bien. aux gens s'ils veulent le voir ou pas. À dire vrai, je ne sais pas si l'image suivante est un fake, est un deepfake total réalisé par un fan, ou si c'est l'image qui a été diffusée lors de la Comic-Con. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Par contre, ça permet de se faire déjà une première petite idée, éventuellement, de ce que ça donne avec les différentes couleurs et les différentes apparences. Est-ce que je balance l'image? Vernon, je suis prêt. Tu es prêt? On y va. D'accord. Alors, je n'ai pas la certitude que cette image soit l'image qui a été diffusée et qu'elle a été prise, parce que comme tu vois, il n'y a pas beaucoup d'effets de lumière nulle part, notamment sur tout ce qui est ici plus ou moins brillant. Est-ce que c'est avant ou après post-production? Et je n'en suis pas totalement sûr. Donc on va prendre ce qu'on voit avec des pincettes. Néanmoins, on reconnaît le visage de l'acteur. Il y a les différentes couleurs. Les yeux, bah, ce sont ceux-là. Hein, on peut pas faire tellement différent. Les cheveux, c'est à peu près sa coupe. Et il a l'uniforme, un peu simplifié. Donc une nouvelle fois, on ne sait pas à quel moment a été prise cette image. Est-ce que c'est une image de travail, un concept art? Est-ce que c'est sans des effets supplémentaires? Est-ce que l'habillage est complet? Est-ce que le maquillage est complet? Ça a l'air d'être une scène qui est en train d'être tournée, mais je trouve qu'il manque beaucoup de luminosité, beaucoup d'éclairage et de profondeur à l'image. Donc à prendre avec énormément de pincettes. Ouais, je sais pas. Alors je me doute que là, ça va être un sacré... qui va être clairement mal intentionné. Le problème, c'est qu'il Néanmoins, ne montre aucune émotion là. C'est ça. Il a le regard hautain, mais on ne le voit pas jouer. On ne le voit pas ouvrir la bouche et prendre, par exemple, une des expressions qu'on a vues sur les images précédentes. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, il y a une froideur dédaigneuse Ah oui, non, là, sur la personne qui regarde, qui est quand même... On sait que tu vas souffrir. Clairement, quand t'arrives devant lui, on sait que ça va pas très bien se passer. Mais je sais pas, c'est les traits. Alors bien sûr, tu vois là, avec les expressions, parce que bien sûr, c'est sûr qu'il a un visage très marqué, hein. Il a en tant qu'humain, en tant qu'acteur, il a un visage extrêmement marqué, quoi. Donc c'est pas forcément celui dont les fans auront rêvé, mais par contre, si dans Rebels il a été adoubé, le fait qu'il ait tenu à reprendre le rôle et que donc ils connaissent l'histoire, qu'ils connaissent son personnage et qu'ils se donnent à fond. Il y a personne qui pourra le faire mieux que quelqu'un qui a fait tout Rebels avec. Je pense qu'il sera difficile, à moins qu'il se plante complètement. Dès qu'on l'entend, parce qu'il a une voix qui est très très particulière aussi. Hein. Donc je pense que dès qu'il ouvrira la bouche et qu'on le verra bouger, je pense que déjà voilà, on aura une opinion un peu plus grande, quoi. Un peu plus précise, disons. Puis ça fait plus âgé que ce que Thrawn est, mais c'est vrai, oui. De toute façon ils sont plus vieux maintenant, c'est comme tu l'as dit pas mal d'années après.
Donc de toute façon. Oui, ça fait plusieurs années après sa défaite, hein, ça fait au moins 5 ans. Après, ces races d'extraterrestres, je ne sais pas à quel rythme elles vieillissent, voilà, quel est le lore de cette, j'en ai jamais vu d'autres personnes de cette, d'autres schtroumpfs, de cette espèce, Puis maintenant Gargamel est mort. donc voilà, quoi. Long live Gargamel. Il est possible qu'on le revoie. Il est possible qu'on le revoie dans le film qui est un peu annoncé et qui servirait de conclusion À la série. au Mandalorian, Oh. à Ahsoka et à l'arc sur l'amiral Un Thrawn. Defenders, oh mon dieu. Film Donc il Defenders. est possible qu'on retrouve absolument tout le monde. Et je pense que si c'était le cas, les fans de Rebels seraient absolument aux anges d'avoir une véritable conclusion définitive en live action. Et tout de même, cette image, qui, je pense, on le sait maintenant, l'acteur d'Anakin est présent au générique, ou du moins, en tout cas, dans le casting annoncé du film. Il l'est. Donc, j'imagine, en termes de flashback, de l'entraînement et des relations passées d'Ahsoka avec son maître, j'ai hâte de revoir notre cher Anakin présent à l'écran toutes ces années après, et de le mentionner qu'il va pouvoir jouer son rôle en sachant que les fans l'aiment. Ce qu'il n'a jamais fait de toute sa prestation en C'est étant pour jeune. ça qu'on peut plus s'en débarrasser maintenant. Dans toutes les séries, il va venir nous faire chier en Force Ghost. Déjà C'est qu'il pas a faux. remplacé le véritable acteur qui faisait Dark Vador Oui, c'est dans vrai. dans le Retour du Jedi. Mais en plus, on va tout le temps sa gueule. Non, mais il va venir en Force Ghost comme C'est Qui-Gon. vrai, non mais... Comme Qui-Gon à la fin d'Obi-Wan, tu vas voir. On nous faire chier. Non mais tu vois, comme Cersei Lannister pour Game of Thrones, il a reçu tellement d'insultes et de menaces à la suite de son rôle. Pourquoi il a une Anakin. sœur, Alors, ça reste entre lui et sa sœur. Mais tout ça pour dire que je suis content qu'il puisse reprendre le rôle et de se rendre compte qu'il est aimé et apprécié pour son travail. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Oui, parce qu'il a plus jamais rien fait d'autre après. Hein. Ça l'a La traumatisé. seule fois que je l'ai revu après, c'est dans un film d'aventure médiévale semi-érotique. Oui, quand il y avait même. un nanar comme ça qui Voilà, travaillait. oui. Donc ça va être génial de voir cette relation à l'écran passer, mais... Et une nouvelle fois, pour tous les fans de Clone Wars et de Rebels, ça va être un moment extrêmement émouvant, extrêmement touchant, que nous, on ressentira pas de la même façon, mais pour le coup, Anakin, nous, on l'a bien connu, on a eu le temps, voilà, on a eu le temps on en pense qu'on en veut, mais on a eu le temps, nous, de nous attacher quand même à l'acteur et de l'intégrer à l'ensemble de la saga, à la place qu'il mérite. Si je n'ai pas avec moi, tu es contre moi, Vernon. Cela incite peut-être aussi absolu. Je vais cramer comme un échoui. C'est la logique et la morale à tirer de toute cette affaire, je pense. Ceux qui nous emmerdent finiront au barbecue. Eh bien, écoutez, Que la force soit avec toi. que la force et les braises, Que les keftas soient avec toi, Vernon. que le filet d'essence qui pue sur le barbecue soit avec vous, que les copeaux de bois, que la force du copeau de bois soit en toi à jamais. You turned her against me. Eh bien, Ezio, merci infiniment ton expertise et tes connaissances ont permis un petit peu de défricher le terrain et de mettre en perspective nos espoirs particulièrement. Ce high ground la à suite. venir, très important. Très important. Eh bien, écoute, ce fut un plaisir. Moi-même, déjà, tu m'as appris pas mal de choses, de par tes nombreuses recherches très impliquées, le Vernon. Donc, vraiment passionnant. Et merci. Merci pour tout. Eh ben, merci à toi, vraiment. Surtout, reviens quand tu veux. On essaiera de faire un point à la fin de la série, quand la saison 1 sera terminée. Ce coup-ci, on essaiera de le faire vraiment, pas comme pour Dexter saison 9, mais parce que c'était pourri, donc on a préféré vous épargner ça. Alors que là, on a l'espoir non seulement que ça soit très réussi, mais que l'univers étendu et vidéoludique, des dessins animés, des jeux vidéo, des livres, Que le fanservice. que le fan service fonctionne à plein et que voilà, enfin. Eh bien, tout ce qu'il y a eu de beau et de bon ces 15 dernières années soit enfin intégré à sa juste valeur et que le monde reconnaisse à nouveau la supériorité
de l'univers Star Wars, sur tout le reste d'espèce opéra jamais conçu. Voilà, mon opinion. Et ce n'est pas très consensuel, mais je n'ai pas peur de le dire. Elle est partagée. Elle est partagée. Dio, à la prochaine. Bon vent à toi et à très bientôt pour la suite. May the force be with you. Always.